Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 10 et je suis accompagné de Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Salut! Salut! Ça va? Oui, ça va et toi? Oui, super. Les gens sont habitués de me voir en top 10 généralement avec LP, qu'on les fait souvent en duo ou avec d'autres invités. Mais pour le thème qu'on a choisi aujourd'hui, c'est un style de jeu qui joue presque pas. Donc, il était un peu embêté de faire un top 10. Donc, on va parler de jeux à cocher. Puis je sais que toi, tu es une grande fan de jeux à cocher. Oh oui. Pour moi, c'est un gros must-have dans ma ludothèque. Voilà. Donc, comment tu décrirais ça, un jeu à cocher? Je dirais que c'est un jeu avec des éléments qui sont soit à rouler, donc on va parler de roll and write, ou à flipper, donc des cartes souvent à retourner. Parfois, il y a d'autres mécaniques, puis on va chacun avoir des feuilles qu'on va remplir individuellement. Ça arrive parfois qu'on le fasse collectivement en se passant les feuilles, mais en règle générale, on est toujours chacun sa feuille. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément d'interaction entre les joueurs non plus. Mais c'est ça, on va construire notre jeu, notre aventure avec différents éléments. C'est ça, qu'on va retourner et rouler. Voilà. Donc, je pense que la définition du jeu à cocher, c'est que ça prend une feuille, un crayon. Fait que ton plateau de jeu, c'est généralement une feuille dans laquelle tu vas écrire, tu vas cocher des cases, écrire des chiffres, écrire des choses. Puis en montant ce plateau-là de jeu sur ta feuille, ben, généralement, selon ce que tu as coché ou écrit, ben, c'est ça qui va faire que tu vas marquer des points à la fin de la partie. C'est des jeux qui découlent évidemment de Yadi, qui est probablement le grand-père de tous ces jeux-là. C'est un jeu qui date de 1956, si je me souviens bien. Donc, je pense qu'après ça, les Roll and Write ont découlé tranquillement de ça. Puis, on dirait que depuis les 3-4 dernières années, on dirait que ça pleut aussi sur le marché, les jeux à cocher. Il en sort des tonnes et des tonnes à chaque année. Mais au moins, il en sort des bons. Oui, il en sort gros, mais il en sort qui sont originales, qui sont le fun. Donc, c'est sûr qu'on va parler de certaines nouveautés qui nous ont accrochés là, dans ce top 10. Là. Est-ce que tu es prête à commencer avec ton numéro 10? Je peux. Alors, mon numéro 10, ça va être Distant Suns. Donc, c'est un jeu où on va embarquer dans un vaisseau spatial et essayer de cartographier la galaxie en faisant mieux que nos adversaires. C'est un jeu que moi, personnellement, j'ai découvert le mois dernier. Donc, j'ai pas énormément de parties à mon actif, mais j'en ai quand même quelques-unes. Euh, J'aime beaucoup le matériel parce qu'il est d'excellente qualité. Le plateau est à double niveau et on va mettre à l'intérieur des petits éléments. Donc, c'est vraiment bien parce que il n'y a rien qui bouge, c'est vraiment super pratique. Au niveau des éléments qu'on va mettre à l'intérieur, on va aussi varier en fait ces éléments. Donc à chaque partie, on n'aura pas toujours les mêmes choses à faire de la même manière. Donc niveau rejouabilité, c'est vraiment très intéressant. Puis moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et le petit plus du matériel également, c'est qu'ils fournissent les petites formes à dessiner en carton, ce qui Oh. est super pratique. Ouais. Ce qui est Ah. super pratique, par exemple pour moi qui suis pas très bonne dans Fait la que tu le mets, géométrie dans l'espace. fait que tu le Ouais, mets tu le sur mets ta sur ta feuille, feuille. puis tu traces autour. Ah, c'est Bah, brillant. soit tu traces autour, ou alors ça te permet d'envisager si oui ou non tu fais la meilleure chose. Et je trouve ça vraiment bien parce que bah, dans les jeux à cocher, le gros bémol, c'est que souvent on n'a pas de quoi effacer ou ça devient très compliqué et vite brouillon. Donc je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir juste mis ça pour aider les joueurs justement à bien placer les choses. La mécanique aussi est très, très intéressante parce que sur le plateau central qu'on va avoir, quand c'est notre tour, on va placer un petit curseur qui indique la forme qu'on veut dessiner, mais ça oblige aussi les autres joueurs à avoir la forme que nous, on aura choisie. OK. Donc,
Donc ça, c'est à nous de choisir pour les autres également. Donc il y a un petit aspect comme ça, oui, stratégique. Tu vois, il y a Ouais. tout ce qui est en orange, c'est le joueur actif qui va dessiner cette forme. Tout ce qui est en bleu, c'est les autres. Peut-être l'inverse. En tout cas, Ouais. il y en a un pour soi et un pour les autres. Et je trouve ça vraiment intéressant de comme obliger les autres, alors que dans les différents roll and write ou jeux à cocher, c'est souvent les autres joueurs ont un pool de choses dans lequel ils peuvent choisir. Donc là, j'aime bien ces petites restrictions. Ouais, ça donne justement une décision intéressante aux joueurs actifs d'avoir Ouais, un impact sur le tour des autres joueurs. exactement, exactement. Et le seul petit bémol, moi, que je trouve à ce jeu, c'est que en ce moment, il n'y a pas de version solo de disponible. OK. Et je pense que c'est quelque chose, une mécanique là qui serait potentiellement facile à setuper avec, je sais pas, un système de placer le curseur de manière à nous obliger à dessiner une forme qui ne nous intéresserait pas forcément, etc. Enfin, comme pour simuler au moins un autre joueur. C'est ça, c'est la seule chose pour moi qui manquerait la date sur ce jeu. Il faut qu'il soit encore plus haut. Oui, c'est vrai, parce que moi je suis pas tant un gros joueur solo, mais les jeux à cocher, c'est dans les jeux que je joue plus souvent en solo. Parce que je trouve que c'est des jeux qui sont comme rapides à mettre en place, puis sont le fun à jouer, parce que souvent ils ont un côté très puzzle, là. Exact. Fait qu'effectivement, il aurait pu décider de développer un mode solo avec Distance Sun. J'ai pas joué à celui-là. Je l'ai vu passer, mais là, à un moment donné, des fois, il faut faire des choix. Oui. Mais je serais d'accord pour l'essayer. Je pense que ça avait l'air intéressant comme jeu de roll and Ouais, ride. vraiment, il est plaisant. Moi, je trouve que c'est un bon moment, c'est un bon casse-tête et un bon puzzle à faire. Vraiment. Bon, on le met ça à la pile des jeux à essayer. C'est bon. On commence à être autres. Ça commence fort si au numéro 10, on est déjà en train de rallonger nos listes. Oui, exactement. Je vais y aller avec mon numéro 10, moi aussi. Moi, c'est un jeu qui a vraiment un titre vraiment long. C'est un jeu qui s'appelle Super Skill Pinball 4Cade. Donc, c'est un jeu qui simule les vieilles machines à boules qu'on avait dans les arcades. C'est un jeu qui a plusieurs feuilles différentes dans ce roll and write là, parce que chaque feuille va être une machine d'arcade différente, qui va avoir des nouvelles règles, des choses différentes, des sections différentes des autres. Il va y avoir des règles générales pour toutes les machines. Mais après ça, chaque feuille va avoir ses petites twists. Fait que déjà, c'est quelque chose d'intéressant d'avoir plusieurs feuilles. C'est un jeu qu'on va écrire sur les feuilles avec des crayons effaçables. Parce que c'est un jeu où on va vraiment se promener dans la machine à boules. Donc, il va y avoir des différentes sections dans la machine à boules. La section du haut, la section du milieu, la section du bas. On va avoir les endroits justement où on va avoir les petits clapets là, qui font remonter les billes dans les machines à boules. Fait que quand on va frapper ces endroits-là, ben, on va remonter dans la section d'en haut. Puis dans le fond, c'est qu'on lance 2 dés. Puis on va choisir un des deux résultats, puis on va cocher une case qui correspond au numéro du dé dans la section où on se trouve. Fait que quand on commence la partie, on est dans la section du haut. Fait qu'on va cocher une case, puis après ça, la bille, elle descend dans la section du milieu. Puis là, on va relancer les dés. On va en choisir un des deux, on va recocher une case dans la section du milieu. Après ça, on tombe dans la section du bas. Là, dans la section du bas, tu veux cocher quelque chose pour remonter dans la machine à boules. Fait qu'on va monter comme ça, de haut en bas, en cochant des cases. Puis évidemment, une fois qu'on a coché un certain nombre de cases, ben, on va activer une zone de scoring ou une zone qui va nous donner un multiplicateur, un bonus. Puis là, on va pouvoir essayer de faire des points. Puis on va avoir une feuille à part sur laquelle on va enregistrer nos points. Fait que à chaque fois que tu scores des points, tu vas aller cocher des cases sur une feuille. Puis dans le fond, quand tu vas avoir terminé de remplir une zone sur la machine, elle va s'effacer la zone. Fait que là, tu vas pouvoir recommencer à aller frapper à cet endroit-là. Fait que tu as vraiment le feeling de jouer à une machine à boules. Ça se joue vraiment bien. Il est vraiment excellent en solo d'ailleurs. Parce que le tempo est tellement rapide. Tu sais, je lance 2 dés, je coche une affaire. Je lance 2 dés, je coche une affaire. Fait que à plusieurs, ça marche aussi. Là. Je pense qu'il joue jusqu'à 4. Mais je trouve qu'en solo, justement, le fait que tu n'aies pas besoin d'attendre après personne, puis que tu lances les dés, tu coches, c'est vraiment un tempo frénétique. Fait que tu as vraiment le feeling de jouer dans la machine à boules. Fait que c'est ça. Fait que c'est super original comme jeu, vraiment thématique, ce qui est pas tout le temps le cas dans les roll and ride, on va se le dire. Donc, ça a été une belle découverte. Ils viennent de sortir une deuxième boîte de ce jeu-là, tellement il a bien marché. Fait que dans la deuxième boîte, t'as 4 autres cartes différentes, d'autres machines à boules avec d'autres affaires.
Fait que une belle richesse à l'intérieur de ce jeu-là. Ouais, moi, j'avoue que j'accroche beaucoup aux jeux du genre qui ont une thématique et dont la feuille est cohérente justement avec ces thématiques-là. Donc là, c'est vraiment excellent. Je ne le connaissais pas du tout, celui-ci. Ah, voilà, moi aussi, ma liste Voilà. s'allonge. Mais c'est vraiment excellent. C'est une très bonne idée. Mais comme quoi, on peut faire partir dans tellement de choses diverses et variées en termes de jeux, de société tout court, là. Mais ouais, c'est OK. Je vais surveiller ça. Il a l'air. Et ouais, et je comprends le rythme palpitant, là. Même sans y avoir joué, je vois l'intention, la boule qui remonte, qui Ouais. redescend. OK. Vraiment quelque chose de le Ouais. fun. Son petit défaut, ben, c'est qu'il n'existe pas en français. Fait que c'est un peu pour ça peut-être qu'on l'a moins vu passer. Là. Il est juste en anglais présentement. Il n'y a pas personne là, qui sait prononcer à le relocaliser. Mais une fois qu'on connaît les règles, sur la feuille en tant que telle, il n'y a pas de texte. Là. C'est juste des chiffres, des symboles. Fait que ça va bien une fois qu'on sait jouer. Là. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est rare qu'il y ait tellement de matériel avec beaucoup de texte dans ce genre de jeu-là. Donc, Exactement, oui. Fait que c'est ça, c'est plus ok. facile de se plonger là-dedans dans ce temps-là. Parfait. On va passer à ton numéro 9. Oui, pour moi, mon numéro 9 c'est le Dinosaur Island, donc en roll and write. Le Roar and Right. Le roll and write. Où le principe du jeu, en fait, c'est un peu de construire son parc jurassique en faisant des enclos avec des animaux qu'on va génétiquement créer. Il va falloir créer de l'enthousiasme auprès de ses visiteurs, donc avoir aussi des attractions, mais il va falloir aussi veiller à leur sécurité. Donc c'est toute une gymnastique de petites choses à faire pendant toute la partie. Il est issu d'un jeu de plateau auquel je n'ai jamais joué, mais pour les personnes qui ont joué aux deux, de ce que j'ai compris et entendu, c'est que il avait été vraiment bien revu pour une version plus compacte. Ouais, puis c'est un peu un mélange des deux. Ils ont pris des éléments de Dinosaur Island puis des éléments de Dinosaur World pour Ok, faire celui-là. ok, c'est ça. Moi, je suis partie vraiment sans idée particulière. C'est juste que j'aime les jeux du genre, donc je me laisse tenter assez facilement. Puis je trouvais la thématique vraiment sympa. Je trouve que justement l'immersion à l'intérieur de cette thématique, elle est complètement là parce que on a vraiment l'impression qu'on doit nous-mêmes créer les dinosaures. C'est nos choix en fonction des dés qu'on va rouler. Euh, il va falloir aussi employer les bonnes personnes parce qu'évidemment, si nos enclos sont pas assez sécurisés, il se peut qu'on arrive à une catastrophe et qu'on doive détruire des éléments de notre jeu. Donc c'est la partie un peu plus embêtante. Donc il faut vraiment faire attention à plein de choses. On va faire vraiment le circuit découverte aussi de nos visiteurs. Donc il y a plein de petits éléments à prendre en jeu et il est vraiment très très riche en termes de possibilités. Euh, Tout est plutôt logique aussi. Ça se joue avec deux feuilles. Ouais. L'ordre du tour se fait vraiment de haut en bas, une feuille après l'autre. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre parce que le seul bémol, c'est le livret de règles qui est très fourni, puis qui va expliquer quelle action fait quoi exactement, mais sans vraiment décrire vraiment l'ordre tout de suite. Je l'ai trouvé un peu complexe à comprendre pour un Ouais. jeu qui l'est aussi. Faut se le dire, là, il n'est pas si simple que ça. Mais je trouve que la manière dont le livret de règles a été rédigé aide pas vraiment plus que ça à la compréhension. Et c'est vraiment très rare de faire une partie où on n'oublie rien du tout. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, souvent les jeux à cocher, c'est des jeux relativement simples, souvent des jeux qui jouent une demi-heure, des jeux rapides aussi, pas beaucoup de règles. Lui, il fait partie, je trouve, d'une nouvelle mode. Là, j'appelle ça Ouais. les jeux à cocher pour gamers. Là. Fait Ouais. que c'est des jeux avec une plus grande complexité, là, je dirais peut-être moyenne. Là. Fait que c'est quand même un bon jeu de gestion. Il y a beaucoup de choses à faire, à penser. Il y a beaucoup de combos à faire aussi. Là. Oui. Parce que faut que tu décides qui tu veux engager dans ton parc. Puis là, quand tu engages quelqu'un, ben, ça te donne un pouvoir pour le reste de la partie.
quel bâtiment je veux construire dans mon parc. Ça peut donner des scorings de fin de partie. Puis les bâtiments, quand tu es construit, il faut que tu les dessines sur ta carte. Fait qu'il faut que tu fasses ton trajet comme touristique sur ta carte. Puis là, ton trajet touristique, il faut que tu le relis avec les entrées puis les sorties du parc. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à penser dans ce jeu-là. Puis comme tu disais, la gestion du danger, parce que si tu fais juste faire des gros dinosaures carnivores, puis que c'est pas sécuritaire, ben, ils vont briser leur cage, ils vont se mettre à ravager ton parc. Fait que là, tu vas comme barrer des affaires qui ont été détruites, puis ça va casser un peu tes chemins. Fait que non, il y a beaucoup de trucs à penser. Je le trouve très bon, moi aussi, j'ai joué. J'ai jamais joué à Dinosaur Island ni à Dinosaur World. Mais je les connais un peu, mais j'ai jamais joué. Puis lui, j'ai bien apprécié. Puis moi, honnêtement, les dinosaures, c'est pas tant un thème qui m'attire vraiment. Mais j'ai trouvé que celui-là, le gameplay était vraiment bon. Fait que non, c'est un excellent choix. Merci. Oui, moi, les dinosaures, c'est pareil, c'est plus un prétexte, mais je trouve vraiment que la thématique, elle colle du début jusqu'à la fin pour l'entièreté des actions qu'on a à faire pendant un tour. Donc, c'est ça que je trouve vraiment, vraiment bien dans celui-ci. Super. Moi, mon numéro 9, je vais y aller avec un jeu de draft and ride. Fait que ça aussi, c'est original. Là. Au lieu de lancer des dés ou de flipper des cartes, on va drafter des cartes. C'est un petit jeu qui s'appelle Boomerang. Puis il y a eu plusieurs versions de ce jeu-là. Il y a eu, notamment la première, c'était Boomerang Australie, mais il y en a eu, je pense, Boomerang États-Unis et Europe. Je pense qu'il y en a eu au moins trois. Fait que c'est un jeu où on va avoir sa feuille qui va représenter là, la carte de l'Australie avec différentes provinces qui sont découpées. Puis on va avoir dans chaque province un certain nombre de lettres qui sont des villes, dans le fond, à visiter. On va avoir aussi des attractions touristiques, on va avoir des animaux qu'on peut observer pendant nos voyages, on va avoir euh, des restaurants ou des trucs qu'on peut visiter, là, des activités sportives ou des trucs comme ça qu'on peut faire. Puis on va piocher des cartes. Fait qu'on va se faire une main de carte. Puis on va faire un draft là, à la Seven Wonders. Fait qu'on va chacun choisir une carte dans notre main. Selon la carte qu'on a choisie, ben, on va aller cocher la lettre de la ville qu'elle représente. S'il y a des symboles d'activité, d'animaux, ben, on va aller cocher ces choses-là sur notre feuille. Puis après ça, on va passer notre main au voisin. Puis là, on va piger notre carte. Puis on va continuer comme ça. Fait que c'est vraiment un draft qui va rouler autour de la table. Puis jusqu'à temps qu'on ait choisi toutes nos cartes. Puis au début, il y a une carte qu'on va avoir placée secrètement avant de commencer, qui est la carte pour initier notre lancer de boomerang. Parce que le jeu s'appelle quand même Boomerang. Puis à la fin de la manche, ce qu'on va le dernier chiffre qu'on va avoir, on va l'inscrire à la fin, qui va être la réception de notre boomerang. Puis selon les deux chiffres qu'on a mis avec le lancer puis la réception du boomerang, mais ça va nous donner des points aussi. La feuille est tout petite, vraiment petite dans ce jeu-là. Les illustrations sont belles par contre là, de cette version-là de Matago. Il y avait une première version par Grail Game avant ça, là, mais ils l'ont quand même bien amélioré dans celle-là. Puis c'est super sympathique en fait parce que c'est un jeu que tu as un impact direct sur les autres. Parce que vu que c'est un draft, ben il faut que tu regardes un peu qu'est-ce que les autres sont en train de faire. Ok, je vois lui que cette manche-là, il ramasse tous les trucs de restaurant. Parce que plus t'en as dans la même manche, mais plus ça va te faire de points. Fait que là, ben là, je voudrais peut-être pas que j'y laisse tous les symboles de restaurant. Ok, lui là-bas, ok, il manque telle ville pour être le premier à avoir toutes les villes d'une région parce que ça peut donner un bonus. Fait que j'y laisserai peut-être pas. Fait qu'il faut vraiment que tu sois à l'affût de ce que les autres font. Par contre, la feuille est petite, fait que ça rend ça un peu difficile de regarder la feuille des autres parce que c'est vraiment tout petit. Fait que des fois, c'est peut-être de le demander. Hey, toi, telle ville, il te manque-tu telle affaire ou bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est un jeu qui a quand même une certaine interaction à cause du draft et que j'avais trouvé ça aussi original comme principe. Un draft and write. Fait que Ouais, boomerang. je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, Mais en honnêtement, effet. en fait, j'en connais pas, j'en connaissais pas du tout. Donc, euh, je trouve ça vraiment bien parce que c'est vrai que la chose qu'on peut reprocher à ce type de jeu, c'est souvent que l'interaction entre les joueurs est pauvre ou quasi inexistante, alors que là, Ouais, comme tu c'est ça. dis, on a vraiment un impact sur les autres et on est obligé de vérifier qu'est-ce qu'ils font pour justement pas les laisser marquer de points. Donc, j'avoue que c'est une belle intention là, de rajouter ça entre les joueurs. Est-ce que celui-là, j'imagine qu'il n'y a pas de mode solo?
Je pense. Je suis curieuse de Non, savoir. je pense pas. Justement, vu que c'est un draft Ouais, puis que ça cause une interaction, ouais, c'est un peu plus difficile à simuler en mode solo. Fait que non, ouais, je me effectivement. demandais s'il y avait quelque chose. Mais il est Ok, disponible trop sur drôle. Board Game Arena si jamais Ok, vous voulez l'essayer. excellent. Ok, c'était mon numéro 9, Boomerang. Ton numéro 8. Mon numéro 8, ça va être l'île des chats, le Explore and Draw. Euh, donc, comme pour son grand frère, dans l'île des chats, version Flip and Write, on va secourir des chats sur une île et leur trouver une place sur notre bateau. J'ai pas fait énormément de parties du jeu de plateau, mais de ce que j'en conclus, c'est qu'une fois encore, la transcription de l'un vers l'autre est vraiment Oups. très réussie, en tout cas à mon sens. Donc à chaque tour, on va avoir un pool de cartes de plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Il va falloir en sélectionner que quelques-unes. Donc il va falloir faire des choix cruciaux. Parfois même prendre des paris avec les cartes d'écret, je pense. En anglais, c'est Lessons. Ouais, je pense que Euh, c'est les traditions ou quelque chose comme ça. Tradition, oui, Ouais. oui. Parce que comme j'ai la version anglaise, Euh, je me souviens plus de comment est-ce qu'il l'appelait en français. Mais en tout cas, c'est ça, il va falloir prendre les paris parce que c'est des points qu'on va marquer en fin de partie. Donc, c'est pas garanti à 100% qu'on va réussir à le faire. Euh, mais j'ai parfois trouvé que la fin de partie aussi arrivait un peu trop vite, mais c'est le jeu. ouais. Je sais que si on n'utilise que des cartes pour placer des chats sur le bateau est vraiment complet à la fin de toutes les manches. Par contre, si on se met à choisir des traditions, le bateau va être un peu plus vite, donc on va prendre des malus sur d'autres aspects comme les pièces vides, les rats qui sont pas recouverts, etc. Euh, Il y a le matériel aussi, les illustrations de chats, là, pour ceux qui ont apprécié le jeu de base, pour ça justement, bah, là on le retrouve. Et j'aime aussi qu'ils aient choisi de plastifier les feuilles pour une question de durabilité, de rejouabilité. Et ils fournissent les crayons de toutes les couleurs Oui, parce c'est vrai. on va dessiner les familles de la couleur dont elles sont issues. Donc c'est vraiment très bien, je trouve, comme matériel. Il y en a assez, il me semble, c'est ça pour 6 joueurs. Donc je trouve que c'est vraiment riche en termes de matériel. Et également, j'ai essayé le solo, qui est vraiment pas si simple. Alors peut-être que d'autres ont mieux réussi que moi, mais, mais on va aller se battre entre guillemets, contre sa sœur qui est Se battre à sauver des chats. ben, c'est ça, mais on va se disputer avec notre sœur qui est montée à bord et qui va essayer de nous piquer la gloire. Hmm. Donc c'est toute une affaire, mais c'est compliqué de marquer des points là. Mais curieusement, je trouve que l'interactivité en solo, l'interactivité avec soi-même, est plus intéressante. Le calcul est quasiment plus intéressant que quand on fait une partie physique avec d'autres personnes Ok. parce que chacun fait des choses pour soi en fait. C'est Ouais, c'est ça, on difficile regarde pas trop ce que les autres font, hein. Non, non, non. Parce que tout le monde peut prendre la même colonne de cartes au final. Exactement. Il y a aucun enjeu à choisir quelque chose plutôt qu'une autre. Donc c'est ça. C'est un peu chacun dans son coin qui réfléchit à comment il fera mieux que son adversaire. Mais ça en reste que je le trouve très, très plaisant à jouer. J'ai joué une fois. J'avais de la misère des fois, parce qu'on fait comme juste le contour des cases quand on Mm. dessine. On pourrait les remplir, là, mais ça fait quand même une feuille assez intense à remplir. Des fois, j'avais de la misère, ou j'oubliais une case, puis j'avais de la misère à voir où mes affaires finissaient. Je trouve que j'avais de la misère avec toutes les couleurs sur la feuille, puis tout ça. J'ai pas trouvé ça si facile que ça à me retrouver sur ma feuille avec ce système de traçage-là. Versus le jeu original avec les tuiles là, de chat qu'on plaçait. Je trouvais un peu moins efficace pour ce côté-là. En fait, le petit truc et astuce, c'est de ne pas suivre la ligne. Parce que effectivement, moi aussi, la première partie, il y a toutes les couleurs qui se chevauchaient, ça Ouais, c'est ça. devenait impossible à voir. Il faut juste tracer un À petit peu à l'intérieur. l'intérieur. Ouais. Ouais, et puis là, ça devient vraiment clair. Mais j'avoue qu'ils auraient pu juste le dire parce que j'imagine que tout le monde est parti de la même manière, c'est-à-dire à tracer les contours, mais oui, ça fonctionne plus au bout d'un moment. Ouais, Puis le c'est ça. stylo mauve et le noir
Aussi, quand on n'a pas utilisé le mauve depuis un certain temps, il a tendance à tirer vers le noir et le bleu. Donc, être à l'intérieur, ça fonctionne mieux, j'ai trouvé. Bon truc. C'est un bon truc. Ouais. Pour mon numéro 8, moi, c'est un jeu qui s'appelle Railroad Inc. Railroad Inc. Il y a plusieurs boîtes qui existent de plein de couleurs différentes. Non, ici c'est la bleue, mais il y en a une rouge, il y en a une verte et une jaune. Puis il existe aussi plein de petites extensions pour ce jeu-là. C'est un jeu, dans le fond, où on va tracer des chemins de fer et des routes. Puis on va essayer de faire un réseau et de relier tout ça ensemble là, pour faire le plus de points. C'est le genre de roll and write où tout le monde joue en même temps. Fait que dans le fond, on va lancer 4 dés. Puis tout le monde va utiliser les symboles sur les dés pour pouvoir les tracer sur sa feuille. Puis essayer de faire un réseau là, avec tout ça. Je vais essayer de vous montrer une feuille bien remplie. Bon, ça c'est beau. Fait que vous avez vraiment deux sortes de chemins. Vous avez des chemins de fer, puis vous avez des routes. Puis vous avez des débuts de route qui sont tout le tour de votre feuille. Fait que le but, c'est d'essayer de relier le plus d'entrées et de sorties possibles pour avoir le plus gros réseau. On va aussi tenter d'aller sur les cases du centre parce que c'est des cases qui vont donner des bonus. Dans les nouvelles versions, là, la verte et la jaune, ils ont aussi rajouté des objectifs. Fait qu'on va avoir des objectifs qui vont être différents pour chaque partie. Puis ils ont racheté des cases qui ont des bâtiments spéciaux, là, mettons des universités ou des trucs comme ça. Fait que si tu coches ces cases-là, tu peux aussi avoir une espèce de petite collection d'ensemble là, que tu vas avoir. Puis la force du jeu, en fait, c'est pourquoi il y a plein de couleurs de boîtes différentes. C'est que chaque boîte va avoir des mini-extensions qui sont différentes. Donc dans la boîte bleue, il y a 2 mini-extensions. Dans une, c'est des rivières. Il y en a une, c'est des lacs. La boîte rouge, il y en a une, c'est genre des météorites. Puis des volcans. La boîte verte, c'est avec des forêts. Puis la boîte jaune, c'est avec des déserts. Fait que chaque mini-extension va t'ajouter 2 nouveaux dés spéciaux pour cette mini-extension-là qui vont rajouter une nouvelle règle de scoring avec les faces de ces dés-là. Mais les faces de ces dés-là vont être optionnelles versus les dés de base qui sont toujours obligatoires à tracer. Les extensions, c'est toi qui vas décider, ok, je trace-tu les 2 faces de rivière ou j'en trace juste une ou j'en trace pas. Fait que tu as un peu plus de liberté par rapport à ça, mais vu que tu lances plus de dés à chaque manche, on va jouer 6 manches au lieu de 7 quand on joue avec une des extensions. C'est un jeu que j'avais découvert à Gen Con en 2019 quand il est sorti. 2019 ou 2018, je me souviens plus exactement. Puis j'avais rencontré les auteurs du jeu, qui sont 2 auteurs italiens. C'est Lorenzo Silva, là, qui est l'auteur aussi de Potion Explosion, notamment, là, qui est très connu. Puis Yalmar Hack, qui lui était l'auteur de Photosynthesis. Fait que c'est ces deux-là qui ont fait le jeu. Puis on les avait rencontrés, on avait jasé avec eux autres, on avait fait une petite entrevue. On avait joué une partie avec eux autres, ils nous l'avaient présenté. On avait joué contre les auteurs. Je m'étais fait battre. Mais c'était vraiment le fun, c'était vraiment une belle rencontre. C'est dans mes bons souvenirs de convention là, d'avoir rencontré ces deux gars-là puis jouer à leur jeu avec eux autres pour Railroad Inc. Puis c'est un jeu que j'ai encore aujourd'hui, que j'aime beaucoup encore. Je joue souvent sur BGA, lui aussi, il est rendu sur BGA. Là, fait que c'est vraiment facile de jouer en tour par tour. Parce que justement, on lance les 4 dés, tout le monde va les placer sur sa feuille, puis après ça, on passe à la prochaine manche. Fait que c'est facile de jouer à ça un peu n'importe quand. Que Railroad Inc. Les 2 premières boîtes, je pense, sur la bleue puis la rouge sur BGA, je pense sont en train de travailler sur les prochaines. Fait que Railroad Inc. Excellent. Moi, je t'avoue que c'est un jeu que je regarde à chaque fois que je vais en boutique, mais la thématique ne m'appelait pas vraiment. Tu sais, j'ai comme. Bah, il y en a des comme ça, là. Parfois, faut pas jouer pour la thématique non plus, il faut l'essayer Ouais. pour le reste, là. Peut-être que je me laisserai tenter. Mais je suis contente par contre de savoir que les boîtes sont différentes parce que je me posais vraiment la question. Parfois, il y a des jeux comme ça où ils éditent euh, des couvertures de boîtes différentes pour rien. Ouais, Puis, des fois c'est juste l'esthétisme. Là. exact. Puis pour ceux qui collectionnent, ça devient un peu Ouais, comme contraignant. Mais là, au moins, c'est très intéressant. C'est bien qu'ils aient fait ça. Mais ça oblige aussi quelque part à vouloir les autres boîtes pour essayer les autres extensions. ouais, ou ça joue bien peut-être dans une convention pour en essayer quelques-unes. Mais Ouais, c'est sûr que t'es pas obligé de posséder toutes les boîtes. non. J'aime aussi le matériel, que c'est des crayons effaçables dans celui-là aussi. Fait que des belles petites palettes. Puis
sais, ton plateau, tu dessines sur ta feuille, puis le haut de ton plateau, c'est comme toute ton aide de jeu avec le scoring puis tout ça. Fait que c'est vraiment bien fait. Il y a tout qui Fait est. que, Ok. bon petit jeu, Railroad Inc. Je, je me laisserai tenter un jour. Voilà. On enchaîne avec ton numéro 7. Oui. Alors mon septième, c'est aussi un jeu qui est possible de trouver sur BGA. C'est Next Station London. Parfait. Ah oui. Que moi j'ai découvert avec le live Twitch d'amis à moi qui proposaient de faire une partie tous ensemble. Donc j'ai jamais vraiment joué à une version physique parce que je ne possède pas le jeu, mais j'ai déjà fait plusieurs parties sur BGA. C'est ça qui me permet au moins d'envisager ce jeu-là. Donc vous avez une carte de Londres vierge avec la Tamise au milieu et il y a quatre rames de métro à faire rentrer, il faut faire le réseau le plus efficace, dans le fond. Donc ça va être un flip and write, donc on va retourner des cartes et à chaque tour, on va avoir un crayon d'une couleur pour une ligne. On va faire cette ligne-là pendant que nos adversaires, eux, auront les crayons d'une autre couleur. Donc ça aussi, c'est super intéressant, je trouve, parce que on peut surveiller ce que font les autres, mais quelque part, ça sert comme à rien parce qu'ils sont partis ailleurs, ils font autre chose. Mais on peut surveiller quand même le nombre de quartiers qu'ils traversent parce que ça va faire des points, le nombre de fois qu'ils ont traversé le fleuve parce que ça aussi, ça peut faire marquer des points. S'ils ont relié des attractions. Donc il y a vraiment, c'est comme deux mesures, je trouve. Il y en a qui vont pas du tout surveiller ce que font les autres, il y en a qui vont essayer de justement contrer les coups des autres en faisant mieux que ce qu'ils auraient fait originalement. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Euh, il a l'air simple comme ça, mais en fait, c'est quand même un jeu assez complexe parce que chaque trait peut rapporter des points selon l'endroit où on le place. Et on peut aussi finir bloqué, c'est-à-dire que les deux extrémités de notre rame finissent à un endroit où on peut pas dessiner la prochaine carte, donc ça va nous pénaliser pour un tour, on pourra rien faire. Euh, donc il faut un peu réfléchir et envisager aussi quelle est la carte potentiellement qui va être tirée après, parce qu'il y a un nombre limité, donc on sait lesquelles sont sorties, on peut envisager lesquelles vont sortir, donc c'est tout un casse-tête en fait d'opportunités. Et c'est aussi un jeu, je trouve, où on a envie de refaire une partie tout de suite. Parce Ouais. qu'on fait ah, ok, il y avait ça. Ok, j'ai envie de réessayer. Donc, c'est très chronophage comme jeu, mais je le trouve vraiment particulièrement bon. C'est vrai que c'est un jeu qui a l'air de rien. Quand tu regardes la feuille, t'es comme, ah, ça va être facile, ça a l'air vraiment simple. Les règles sont simples, mais c'est pas un jeu qui est si facile que ça à performer, on peut dire. Parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre. Puis, comme tu dis, il y a un petit côté un peu push your luck. Parce que tu vois les statistiques des cartes qui sont sorties. Fait que là, tu sais que, ok, il reste juste une carte avec un triangle. Puis il reste 4 cartes à sortir. Fait que, tu sais, une chance sur 4, ça sur le triangle. Fait que là, le triangle, je le prends tout de suite avec mon joker ou j'attends qu'il sorte avec la prochaine carte. Mais là, ça se peut que la prochaine carte sorte pas parce que si toutes les cartes roses sont sorties, ça met fin à la manche. Fait que ça veut dire qu'on n'aura pas fini toutes les cartes bleues. Fait qu'il y a beaucoup de choses à essayer de réfléchir à ça pour faire le meilleur trajet possible. Puis il faut aussi que tu essaies de faire croiser tes lignes parce que quand tu as plusieurs lignes qui passent à la même place, ça va te donner des bonus. Fait que ça aussi, puis ça te donne moins d'options parce que si tu veux passer à un endroit qui a déjà des lignes, ben, tu vas avoir moins de possibilités ensuite de chemins possibles. C'est que c'est plus risqué, mais c'est plus payant en points. Fait que tu peux être récompensé aussi pour ça. T'sais, de réussir à faire passer tes 4 lignes à la même place, c'est vraiment cool comme objectif. Puis quand tu arrives à faire ça, t'es comme, ok, tu réussis pas ça à toutes les games, là, mais ça donne quand même pas mal de points aussi comme de réussir ça. Puis j'ai beaucoup aimé qu'il y a 2 modules dans ce jeu-là. Donc, il y a 2 modules optionnels, mais que moi, je les conseille vraiment de les mettre tout le temps. Parce que je trouve que ça rajoute beaucoup au jeu. Le premier, c'est un module avec des objectifs. Fait qu'on va avoir 2 objectifs dans le fond pour la partie que tout le monde peut faire. Fait que faut pas que tu le fasses en premier ou quoi que ce soit. Faut juste que tu le fasses d'ici la fin de la partie. Puis chaque objectif va te donner 10 points. Fait que ça aussi, c'est un bon challenge d'essayer de réussir les objectifs. Ça te rajoute un but un peu à ta partie en plus d'essayer de faire des points.
Puis l'autre module aussi qui est vraiment le fun, c'est les pouvoirs des crayons. Parce que dans le fond, c'est un jeu que vous voyez là, sur l'image. Les lignes sont tracées en couleurs. Mais c'est un jeu qui fournit 4 crayons de couleur. Fait que vous allez avoir la ligne verte, la ligne rose, la ligne bleue et la ligne mauve sur votre feuille. Puis dans le fond, c'est qu'au début de la partie, on va te donner un pouvoir à chaque crayon. Puis quand toi, ben, t'as ce crayon, mettons, t'as le crayon vert à la première manche, ben, le crayon vert a un pouvoir. Puis pendant la manche où t'as le crayon vert, ben, tu peux utiliser son pouvoir une fois. Puis chaque crayon va avoir un pouvoir différent. Fait que ça, c'est le fun aussi. Ça donne des outils aux joueurs. Puis c'est des petits pouvoirs qui peuvent faire justement qu'un tour où tu n'aurais pas joué, ça peut te permettre de te débloquer. Parce que tu peux transformer ça en Joker, ou parce que tu peux splitter ta ligne, ou parce que tu peux faire le pouvoir du crayon qui va t'aider. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Moi aussi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs moi aussi mon numéro 7. Next Station London. C'est quand même drôle qu'on l'ait à la même place en plus. Je pensais que tu l'aurais mis plus haut, moi. Ah, j'en ai J'ai des. essayé d'envisager lesquels pouvaient être sur ta liste. J'ai pensé à celui-là et je me suis dit, ah, il doit être plus haut. Ah, mais non, j'en ai des vraiment bons plus haut. Mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est un beau style de jeu qui est. Justement, il y a tellement de belles surprises qui arrivent. C'est ça que je trouve le fun. Puis c'est pas des jeux super compliqués généralement à comprendre puis à se procurer. Fait que c'est des jeux qui sont pas chers souvent aussi. Fait que c'est ça qui est le fun. Oui. Oui, et puis la rejouabilité est assez incroyable pour chacun parce qu'on n'utilise jamais tout le matériel ou alors on prend jamais de toute façon les mêmes décisions. Donc, ou l'ordre des cartes, quand c'est un flip and write, n'arrive jamais au même moment ou c'est vraiment extrêmement rare. Donc je trouve que ça, c'est vraiment intéressant comparé à d'autres jeux où une fois qu'on a une mécanique bien rodée, ben, potentiellement on sait comment gagner, donc, ou on sait comment contrer des choses. Je trouve que c'est ça, l'attrait de ces jeux-là réside dans ça pour moi, vraiment. Fait qu'il y a un très bon jeu de puzzle, de construction de route puis de réseau. Vraiment efficace comme jeu. Puis, tu sais, la feuille, elle a pas de texte non plus. Y a pas, c'est un jeu qui est assez indépendant de la langue, là. Mais de toute façon, c'est édité par Blue Orange, puis généralement, leurs jeux sont bilingues français-anglais, fait que c'est pas un problème. De ce niveau-là, moi j'ai la version physique aussi, là, j'ai joué quand même quelques fois en physique. Il y a un gros paquet de feuilles, puis son recto-verso en plus aussi, fait qu'on peut quand même jouer pas mal. Puis d'ailleurs, c'est un jeu que je vais jouer beaucoup prochainement au Delirium ludique. Je vais jouer un après-midi de temps au complet à ce jeu-là, où les gens vont pouvoir venir me challenger, faire des parties contre moi pour essayer de me battre. Je pense que je viendrai. Voilà, tu t'es pratiqué en plus, c'est ça, hein? Ah ouais, j'ai des listes de jeux où il faut que je me pratique avant d'arriver au délire ludique. C'est bon. Fait que, non, oui, c'est très bon choix. Next Station London, notre numéro 7 à tous les deux. Oui. Voilà. Ton numéro 6 maintenant? Mon numéro 6, c'est Les Cités perdues en Roll and Write. Donc c'est la version, en fait la version duel de jeu de cartes, c'est un de mes tout premiers jeux de duel. Donc il a une grosse valeur sentimentale. Et d'autant plus que c'est le jeu qui m'a suivi absolument partout dans mes déplacements, autant pendant mes vacances que dans mes soirées. Euh, C'est celui-là, donc le City Roll and oui, Ride. exactement. Donc j'attendais vraiment beaucoup de sa version Roll and Write et en même temps ça me faisait un peu peur de tomber sur une adaptation ratée. Dans le fond, le jeu de cartes, comment il se passe, c'est qu'on a une ligne au milieu des deux joueurs, puis on va placer des cartes. Ça va être vraiment un jeu de pusher luck et un peu de collection. On va essayer de bluffer. Il faut faire des suites de cartes en ordre croissant pour dépasser les 20 points avec les chiffres accumulés les uns avec les autres. Euh, Puis selon les cartes qu'on a en main, parfois on est en train d'attendre quelque chose qu'en fait l'adversaire a. Donc c'est vraiment un jeu très tendu en duel. Et finalement, ben, le Roll and Write, j'ai été vraiment surprise de la manière dont il a été fait. Il y a quelques petites subtilités qui changent par rapport à son grand frère en jeu de cartes. Mais la course pour faire la meilleure piste d'exploration, parce que le but c'est d'explorer la jungle, Explorer c'est la thématique. Ouais, c'est explorer des cases de couleurs. C'est ça. Théoriquement, c'est ça la thématique. Après, c'est discutable. Mais, mais
Mais il y a vraiment ce côté prise de risque qu'on va retrouver pour les personnes qui connaissent, donc avec les paris, parce que effectivement, si on vient cocher une case, ça double tous les points, mais ça peut doubler des points qui sont négatifs. Ouf. Donc, oui. Donc, ils vont tomber sur les bonnes choses. Mais c'est pareil avec le jeu de cartes également. On va avoir des choses paris, mais si la somme des chiffres qu'on fait est inférieure à 20, ça va être des points négatifs. En tout cas, il y a toute une. J'ai trouvé la datation vraiment excellente parce que pour moi, tout est là. Et le fait qu'on joue aussi avec des dés donne un côté aléatoire que je trouve assez similaire avec les cartes. Justement, comme je disais, quand on ne sait pas si elle va venir parce qu'elle est dans la pioche ou si en fait l'adversaire l'a en main, mais on n'en sait rien du tout. Donc on peut se faire vite piéger. Euh, et c'est pas mal ça en fait. Je trouve que c'est un très bon jeu où on peut comboter également. Ils ont rajouté des petites choses pour faire des combos. Je pense que ça c'est une version prototype que tu montres parce que les dés en fait Ah, ça sont se peut. ouais, c'est des Ouais. versions Je vais essayer de trouver une meilleure image. mais en fait il y a des dés avec des formes et des couleurs et il y a des dés Ça? à neuf Non. faces. Ouais, exact. Ouais. Il y a des dés à Fait neuf qu'il y a des faces. D10 puis des D6. Euh, oui, exact, ouais. Ah, c'est ça. Ouais. Et donc on va faire un assemblage de chiffres et formes couleurs pour monter en fait sur chacune des pistes. Ok. Donc ça c'est vraiment le principe du jeu. Puis c'est ça, faut faire des choix et ils sont pas toujours très faciles, mais il est très satisfaisant. Ça c'est vraiment le sentiment le plus fort je trouve à la fin d'une partie, c'est qu'il est satisfaisant. J'ai jamais joué au Cité perdue, le jeu de cartes ou le Roll and Write. J'ai jamais essayé petit jeu-là. C'est un jeu de duel aussi, le Roll and Write? Non, on peut jouer à plusieurs. Dans le Ok. fond, il va y avoir 6 dés en tout, donc 3 dés numérotés, 3 dés avec forme couleur. Ouais, 2 à 5. Le joueur actif va choisir un duo de chiffres et couleurs, et tous les autres joueurs ont le choix parmi ce qui reste. Donc je Ok. pense il est marqué comme pour 8 joueurs en tout, mais il y a 2-5. 2-5. Ouais. Mais en soi, il n'y a pas de problème à être plus, parce que ça change pas grand-chose, étant donné que faut choisir dans ce qui reste de toute façon de ce que le joueur actif va Ouais, nous c'est ça. laisser. Ok. Ok, cool. Ouais. Euh, Mon numéro 6 à moi, c'est un jeu assez particulier pour un roll and ride. C'est un jeu de paris de course de chevaux qui s'appelle Long Shot de Dice Game. C'est un jeu récent, c'est un jeu qui est sorti cette année en 2022. Qui était dur à trouver dernièrement, mais qui, je pense, qu'il est revenu dans plusieurs boutiques cette semaine, notamment, que j'ai vu. C'est un jeu vraiment le fun qui peut jouer jusqu'à 8 joueurs. Fait que tu peux jouer vraiment un gros nombre de joueurs. Il va y avoir un petit feeling un peu jeu d'ambiance parce qu'on va parier sur des courses. Mais un peu comme Downforce, on va pouvoir devenir propriétaire pendant la partie de certains chevaux. Euh, Fait que dans le fond, on va avoir vraiment un plateau avec des chevaux dessus. Il y en a 8. Donc ici, on voit quand même le plateau. Donc vous allez avoir des chevaux qui ont chacun un numéro et une couleur. Et on va avoir une carte pour chacun de ces chevaux-là. De ces chevals-là. Bref. Chevaux. Ces chevaux-là. Euh, et le joueur actif va lancer 2 dés. Donc il va lancer, en fait, non, il va lancer un dé 8 parce qu'il y a 8 chevaux, fait qu'on va avoir une chance sur 8. Il va lancer un dé de déplacement puis le dé des 8 avec les couleurs des chevaux. Fait que dans le fond, s'il tombe sur le jaune, puis il y a eu 3 sur son autre dé, ben ça veut dire qu'on va avancer le cheval jaune de 3 sur la piste de course. Mais là, quand on avance un cheval, on va aussi regarder sur sa carte s'il va traîner avec lui d'autres chevaux. Fait que s'ils sont barrés en bas de sa carte, ben là, ça se peut qu'on avance le 3 puis le 7 aussi de une case. Fait qu'il y a aussi ce petit côté-là à regarder. Puis dans le fond, après ça, le joueur actif va pouvoir faire une action avec le dé de couleur qui a été obtenu, ben, avec le chiffre qui a été obtenu. Là.
Puis ton action, ça va être de cocher des choses sur ta feuille. Donc chaque joueur va avoir sa propre feuille de jeu. C'est du matériel avec des feuilles effaçables. Donc on va avoir des feuilles comme ça. On va avoir un certain nombre d'argent à droite là, dans notre main. Puis on va pouvoir cocher dans différentes zones. Fait que tu peux, à gauche de ta feuille, tu as genre de grille de bingo un peu là. Puis quand tu réussis à faire une ligne ou une colonne dans ta zone de bingo, tu vas pouvoir gagner un des pouvoirs qui est en dessous. Fait que tu vas choisir lequel. C'est des pouvoirs qui peuvent te donner de l'argent, qui peuvent te donner un pari gratuit sur un cheval. C'est des pouvoirs qui peuvent te permettre de cocher une autre case, qui peuvent te permettre d'avancer un cheval sur la piste, de reculer un cheval sur la piste aussi. Et qu'il y a des choses que tu peux faire. Tu peux aussi aller cocher le chandail et la petite casquette de cette couleur-là. C'est une action que tu peux faire. La casquette va te permettre de parier sur les chevaux quand qui sont rendus vers la fin de la piste, dans le dernier tiers. Normalement, on ne peut plus parier. Mais si tu as la casquette de ce cheval-là, tu vas pouvoir le faire. Les chandails, eux autres, vont te permettre d'aller cocher une case sur une des cartes. Donc, une case qui va faire que quand ce cheval-là s'active, ben, celui-là que j'ai coché va aussi avancer de 1. Fait que ça peut te permettre de... Si tu coches tout le temps un même cheval sur toutes les cartes, ben, à chaque fois que les autres vont avancer, lui va toujours avancer. Fait que ça va te donner plus de probabilité de faire avancer ton cheval. Tu peux évidemment parier. Fait que tu vas dépenser de l'argent pour aller ajouter des paris sur un des 8 chevaux. Celui que tu veux. Puis à la fin de la partie, selon s'il arrive en première, en deuxième, en troisième position, mais là tes paris vont avoir un multiplicateur d'argent, puis ça va donner plus de points. Et la grosse twist, c'est que tu peux aussi devenir propriétaire d'un cheval. Fait que comme action, tu pourrais dire, ben, avec l'action jaune ou 2, là, ben, j'achète le cheval 2. Fait que tu vas avoir un prix sur sa carte. Fait que tu vas prendre sa carte, tu vas payer le coût, tu vas prendre la carte et maintenant propriétaire de ce cheval-là. Ça coûte cher de devenir propriétaire. Mais à partir de ce moment-là, tu vas gagner le pouvoir qui est sur sa carte. Fait que chaque cheval va avoir un pouvoir différent. Fait que c'est le fun. Puis il y a plusieurs sets de cartes. Là. Je pense qu'il y en a 2 sets différents là, de 1 à 8. Fait que tu peux avoir plusieurs combinaisons de pouvoirs. Et à la fin de la partie, ben, si ton cheval arrive dans les 3 premières positions, ça va aussi te rapporter de l'argent vu que tu es propriétaire de celui-là. Fait que c'est un jeu qui a beaucoup d'excitation dans la partie parce que c'est un jeu de pari, de course. Fait que on est vraiment dedans. Puis là, on se fait un peu des coups chiens. OK, ben, je recule ton cheval. Puis là, j'avance le mien. Ou je vais cocher le mien un peu partout sur toutes les cartes. Fait qu'il avance tout le temps avec tout le monde. Puis là, il finit par prendre les devants. Là, les autres vont le faire reculer. Fait que il y a beaucoup de rebondissements dans une partie. Ça fait penser à un jeu comme Camel Up un peu, là, mais un peu plus de viande, là, je dirais, autour de l'os, un peu plus fun, un peu plus de décisions intéressantes aussi pour les joueurs. Puis ça marche vraiment bien en roll and write avec la feuille effaçable et tout ça. Donc, Long Shot de Dice Game, c'est vraiment un jeu qui est le fun. Puis je le trouve original pour un roll and write. Des jeux de paris comme ça, c'est pas nécessairement un style que je capote tant que ça, mais dans celui-là, je le trouve vraiment le fun. Oui, puis je pense que justement de faire des coups bas à ses adversaires, ça allège un peu le côté pari, pari équestre, pari hippique. Je le connais pas du tout. Par contre, ça a complètement titillé mon intérêt. Euh, je me dis juste que la chose, c'est sûr que tu vas pas jouer sur un coin de table comme tu peux jouer avec d'autres où tu as juste des dés. Là. Il y a quand même tout le plateau avec, Ouais. avec les chevaux. Mais justement aussi, ça apporte une autre richesse d'interaction, de cette visualisation pour tout le monde autour de la table. Donc je pense que c'est assez fédérateur là, comme jeu. Les parties, par curiosité, durent environ combien de temps? Ils disent 25 minutes. Ok. C'est sûr, Ouais. ça va dépendre du nombre de joueurs parce que même si on est plusieurs, il faut quand même jouer à tour de rôle. Parce qu'on joue en ordre de priorité. Fait que, si t'es toi le joueur actif, c'est toi qui peux acheter un cheval en premier. Puis après ça, l'autre joueur, fait qu'on est obligé de jouer en ordre. Mais si on n'achète pas de cheval, on pourrait jouer tout le monde en même temps parce que ça ne changera rien pour le reste. Ok. Fait que peut-être une fois que tous les chevaux ont été achetés par les joueurs, après ça, on peut jouer quasiment en simultané. Je dirais 45 minutes. Ça pourrait durer 45 minutes, 1 heure, une partie. À Ouais, peu puis près. j'imagine que il doit y avoir des situations où tout le monde rigole vraiment et puis ça doit partir dans des débats de... Ouais. C'est ce genre de jeu-là. En tout cas, je le ressens comme ça, là, que, que c'est un jeu qui doit être vraiment le fun là, Ouais, à jouer. vraiment une belle ambiance Ouais.
dans une partie de long Ouais. shot de Dice Game. Ok. Je te le ferai essayer celui-là aussi. Ah, je veux bien. Voilà. Bon, on sait qu'est-ce qu'on apporte comme jeu. C'est ça. Donc, ton numéro 5. Oui, mon numéro 5, c'est Troy Dice. Alors, Ouais. je dois avouer que j'ai dû prendre mon courage à deux mains pour essayer de m'y intéresser. Parce que moi, j'ai un petit côté artiste qui fait que si la direction artistique m'accroche pas, j'ai du mal à m'intéresser à un jeu. D'autant que la thématique non plus m'appelle pas forcément. Mais après quelques mois sur notre pile de la honte, j'ai pris mon courage pour lire les règles. Puis rien qu'en lisant les règles, on peut sentir tout le potentiel. Donc c'est aussi un jeu qui a été repris de son grand frère en jeu de plateau, Ouais. auquel je personnellement jamais joué. Il y a une période où il était très difficile de le trouver, même d'occasion. Donc Ouais. Il est revenu, je pense, l'année ouais, passée. Là. Ça fait pas c'est si ça. longtemps qu'il est revenu disponible. Non, exact. Puis là, comme il y a beaucoup de jeux qui sortent aussi en ce moment, c'est très difficile de faire des choix. Donc je pourrais pas en faire la comparaison. Euh, Tout ce que je peux en dire, c'est que dans le fond, on va avoir une feuille qui représente notre ville médiévale. Il y a plusieurs quartiers. Il va y avoir le quartier militaire, les civils et les religieux. Et on va vivre une semaine dans leur vie. Donc en fait, la petite roue qui est en bas va décrire une journée. La partie claire va décrire vraiment la zone active. Il va y avoir la zone de jour et de nuit. Donc 8 manches, 8 journées. Et en fait, on va aller placer des quartiers là, de couleurs gris, rouge et jaune qui représentent les quartiers qui sont sur la feuille. On va lancer les dés et placer les dés en sachant que tous les dés sont transparents. Donc en fait, le dé va prendre la couleur de la roue là, du quartier sur laquelle il est posé. Donc c'est le choix. En fait, à chaque fois qu'on va choisir un dé, il faudra aller faire l'action sur le quartier correspondant dans notre feuille. Euh, C'est vraiment un roll and ride de combo et de choix. Il y a des actions qu'il va falloir payer pour pouvoir les entreprendre. Dans le fond, je pense qu'il y a comme juste la première qui est gratuite, puis ensuite, ça va nous prendre des pièces. Des pièces, évidemment, on va en récolter pendant toute la partie. Donc là, comme je dis, c'est vraiment une question de choix parce que est-ce qu'on veut plus faire ça, plus faire autre chose? C'est comme d'habitude. Euh, c'est ça. Il y a vraiment, il y a tout un aspect. On veut développer tous les quartiers, mais c'est pas possible. On peut aller en protéger parce que au bout de la troisième manche, si je ne me trompe pas, donc la troisième journée, on a un dé noir. Le dé noir va détruire un quartier. Donc si on l'a pas Ouais. protégé, on ne pourra plus jamais y dessiner quoi que ce soit. Ça pourra plus jamais comboter. Ça nous rapportera plus de points. Donc c'est comme vraiment des choix déchirants de est-ce qu'on veut aller protéger ça dès le début de la partie, mais au détriment de d'autres choses, parce qu'il va nous manquer des ressources, parce que on sera passé à côté de quelque chose qui arrivera plus jamais pendant la partie. Donc c'est vraiment un ensemble de choix à faire et je le trouve très intéressant. Et il faut, s'il y a d'autres gens comme moi qui accrochent pas sur la thématique ou l'esthétique, il faut vraiment passer au-dessus parce qu'il a une forte possibilité, il a un potentiel de fou, puis il prend pas non plus 1 heure à jouer. Ouais, il est Donc, assez rapide. Parce que ouais, ici, on joue tout le monde en même temps. exact. Parce que tout le monde choisit un des trois dés clairs, dans le fond, puis il va aller va acheter le dé. Fait qu'il faut payer comme le coût qui est vis-à-vis le dé. Puis après ça, on peut aller cocher quelque chose sur notre case. Puis c'est cool aussi parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'options pour les joueurs dans ce jeu-là, dans le sens que tu as trois sortes de ressources. Là. Il y en a une pour chaque couleur. Là. Il y en a une dans le rouge, dans le jaune, puis dans le blanc. Il y a une des ressources qui te sert à changer la couleur du dé. Il y en a une qui te sert à changer le chiffre du dé aussi. Fait que aussi, tu n'es jamais nécessairement pris avec les chiffres qui sont là si tu as assez de ressources pour faire ces petits bonus-là, pour les modifier. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Mais aussi, je le classerais dans les roll and write un peu plus complexes, là, parce que Oui, il y a quand même une certaine gestion de ressources aussi. Puis les ressources servent à plusieurs choses aussi. Les façons de faire des points, parce que
dans la zone blanche, on va aller débarrer comme des personnages. Puis les personnages vont te rapporter des points selon si tel type de case sur ta feuille est coché. Fait que c'est aussi d'essayer d'agencer. Ben, si j'ai tel personnage, ben, je vais essayer d'aller cocher le plus de ce type de case-là pour faire des points. Mais faut pas que tu attendes trop tard, parce que si je coche plein de cases, après ça, je me dis, je vais aller chercher ce personnage-là tantôt. Puis là, boum, le dé noir arrive. Ce personnage-là se fait barrer. Tu peux plus aller le chercher. Fait que c'est ça. Il y a ce côté-là un peu pusher-lock, si on veut, là, avec les attaques. Donc, faut aimer aussi ce côté-là. Fait que c'est un jeu un peu qui nous attaque, qui va te forcer des fois à barrer des cases que tu aurais voulu acheter plus tard, mais que tu pourras pas. Si tu n'as pas construit les petits châteaux là, dans la zone rouge. Fait que, non, c'est intéressant. Je l'ai aussi encore en ma possession, ce jeu. J'ai jamais essayé. Par contre, il y a une ou deux petites extensions, je pense, qui sont inclus, comme les festins, il me semble, qui vont aller rajouter des choses, mais je les ai jamais essayées parce que j'avoue que mes parties sont plutôt espacées, donc à chaque fois le reprendre en main, puis rajouter un niveau de difficulté, alors qu'il y a déjà beaucoup de choses à penser, c'est pas forcément la chose que je privilégie en fait. Je pense que je l'ai essayé une fois, cette mini-extension-là, puis au final, on s'en est à peu près pas servi de ce que ça ajoutait. Fait comme fait, ouais, c'est pas tant pertinent. Ok. Par contre, je me souviens quand le jeu est sorti, c'est un jeu de 2020, là, quand il était sorti en milieu de la pandémie, la compagnie qui l'a fait, qui est Pearl Games, ils publiaient sur leur site à chaque semaine un challenge. Fait que les gens pouvaient aller faire le challenge, qui avait des petites règles spéciales et tout ça. Fait que ils ont vraiment fait beaucoup de travail pour ce jeu-là. Fait qu'il y a des choses qui existent pour avoir des challenges. Puis si je me souviens bien, il y a un mode solo à ce jeu-là. Exact, oui, qui se joue très bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis, dans mon souvenir, est relativement le même en fait qu'en multijoueur, puisque on va pas voler quoi que ce soit à un adversaire, donc en fait on peut très bien y jouer tout Ouais, seul. ça change rien, c'est ça. Ouais, c'est le genre de jeu qui se fait tout seul dans son coin. Mais je sais que pendant ce jeu-là, on est plus du genre quand même à discuter de qu'est-ce qu'a fait l'autre, surtout quand on est coincé, ou quand on se sent coincé là. On va souvent discuter avec les autres. Ouais. Super. Moi, mon numéro 5, c'est un jeu qui peut se jouer à un grand nombre de personnes. C'est un jeu qui s'appelle Cartographeur. Un jeu pour 1 à 100 personnes, comme on voit ici. Ça te prend 100 feuilles, si tu veux jouer à ça. Cartographeur, à la base, c'est un jeu de polyomino, en fait. Là. On va avoir des formes qu'on va aller dessiner sur notre feuille qui représentent la carte du royaume. C'est dans l'univers de Role Player. Fait que c'est le même visuel, le même univers. Fait qu'on va tous avoir une feuille. Puis c'est un flip and write. Là. On va flipper une forme, une carte plutôt, là, puis il va y avoir plusieurs formes sur la carte. Puis là, je vois que les gens sont pas mal meilleurs en dessin que moi. Et je vais vous montrer une feuille que. Ouais, moi, ça ressemble pas à ça quand je dessine. Mes arbres sont pas beaux de même. Mes villages non plus. Bon, mais ça va vous faire rêver une feuille comme ça. Donc, vous allez avoir à choisir une des deux formes qui est sur la carte, puis vous allez la dessiner. Fait que vous avez plusieurs sortes de terrains. Là. Vous avez de la forêt, du désert, des villages, de l'eau. Puis vous avez certaines cases, là, vous avez des montagnes qu'il faut entourer aussi pour faire de l'argent. Vous avez des cases avec des temples, donc des fois on va te forcer à aller construire sur un endroit où il y a un temple. Fait que ça va te diriger un peu où tu vas le placer. Et on va aussi avoir des monstres qui vont attaquer notre royaume. Puis quand on va piger une carte de monstre, ce qui est drôle dans ce jeu-là, c'est qu'on va passer notre feuille au prochain joueur. Puis c'est le joueur à côté de nous qui va dessiner les monstres sur notre feuille. Puis les monstres, plus ils ont de cases vides autour d'eux autres, ben, on va avoir des pénalités de points si on ne réussit pas justement à remplir ces cases-là avant les phases de scoring. Fait que c'est un mini côté interactif, là, les monstres. Sinon, on fait pas mal toutes nos affaires de notre bord. Mais ce qui est vraiment le fun dans ce jeu-là, je trouve, c'est la façon de faire des points. Donc, vous allez avoir des cartes d'objectifs qui vont vous dire comment marquer des points. Ça, c'est bon. C'est un scoring un peu à la Isle of Skye. Fait que vous allez avoir 4 objectifs, A, B, C, D. Puis à la première manche, ben mettons, c'est l'objectif A et B qui vont scorer. À la deuxième manche, ben mettons, c'est A et C. Puis à la troisième manche, c'est B et C. Et ainsi de suite. Fait que vous allez avoir une combinaison de 2 objectifs qui vont scorer à chaque manche. Puis au final, pendant la partie,
tu vas avoir chaque objectif va scorer 2 fois. Mais il y en a qui vont scorer 2 fois dans la première moitié, il y en a qui vont scorer 2 fois dans la deuxième moitié. Fait que c'est ça. Faut essayer de s'ajuster un peu, essayer de maximiser un peu la façon de scorer ces points-là. Puis chaque objectif, on a plusieurs cartes. Là. On va avoir un objectif qui a rapport avec les forêts, un avec les villages, un avec l'eau, le désert, etc. Puis on a beaucoup de variétés dans les objectifs. Fait que ça, c'est intéressant. Ça fait que tes parties se ressembleront pas côté scoring, parce que tu n'auras pas la même façon de scorer à chaque fois. Puis il sera peut-être pas placé à la même place de toute façon. Fait qu'un objectif qui score vite, tu le géreras pas de la même façon que celui qui score plus vers la moitié de la partie. Ben, tu as plus de temps pour le développer puis le maximiser. Fait que tu peux peut-être laisser faire un peu moins ceux qui sont au début. Ou le contraire, tu peux te lancer dans ceux du début pour les scorer le plus vite possible. Fait qu'il y a beaucoup de belles possibilités, je trouve, dans ce système de scoring-là. C'est un jeu qui a eu quelques extensions. C'est souvent des cartes différentes. Fait que tu as différentes cartes avec des petites règles spéciales. Puis ils ont sorti une extension qui s'appelle Heroes, qui est un standalone, qui, dans le fond, rajoute des cartes de héros. Puis les héros, c'est des formes qui sont faites pour contrer les monstres, si on veut. Là. Fait que tu fais essayer de les placer, puis les monstres peuvent pas être placés autour des héros, puis les héros peuvent neutraliser les monstres. Fait que ça rajoute ce petit côté-là. Puis moi, j'ai comme la version collector là, de cartographeur. Fait que ça vient dans une grosse boîte où tu as le matériel des 2 jeux ensemble, puis tu as tout un ensemble de crayons de couleur aussi dans ta boîte. Fait que c'est vraiment très cool, c'est le fun à traîner, c'est un jeu qu'on peut jouer 10, 20, on peut jouer tout le monde ensemble. Il n'y a pas de limite de joueurs parce qu'on joue tout le monde en même temps, de toute façon, avec les mêmes cartes. Donc, cartographeur. Oui, moi, je pense que c'est un de mes tout premiers Ouais. jeux du genre. Ouais, je pense que c'est celui-ci. Parce que je trouve que c'est à partir de celui-là qu'il a commencé à y avoir une hype en fait sur les jeux à cocher. Donc je sais que je l'ai attendu avec beaucoup d'impatience. J'ai fait énormément de parties et j'ai l'impression que je me suis lassée. Et après, j'ai quand même été curieuse pour la version Heroes qui est sortie plus tard. Et je pense que je l'ai préféré justement pour le schéma. Donc les héros, ils vont avoir chacun un schéma qui permet d'annuler les cases monstres, mais sur lesquels on peut quand même aller placer des territoires. J'ai trouvé cette mécanique intéressante et que ça apportait un renouveau. Euh, parce que oui, les décrets sont jamais les mêmes, là, les objectifs sont jamais les mêmes au fur et à mesure des parties. Il y en a tellement que c'est rare de faire 2 parties avec exactement Ouais, exact. les mêmes. Euh, mais je sais pas, je crois que je me suis lassée de dessiner les territoires, etc. Mais le fait de reprendre Heroes m'a quand même redonné l'envie de le sortir. Euh, donc je pense qu'il apportait vraiment quelque chose en plus même. Parce que tu peux jouer sans le héros, puis la partie sera Ouais, c'est ça. identique aux versions de base en fait. Donc voilà. Ouais, Est-ce que je trouve tes que... feuilles, quand tu joues, est-ce que tes feuilles sont aussi belles que celles-là? Ah non, non, et puis j'ai pas de feu trop coloré, moi. J'ai les crayons de papier qui fournissent avec. Ah non, non, moi, Euh, je fais aucun effort. ah, Je sais qu'il y a des gens qui ont même fait comme des tampons encreurs. oh, wow. J'ai vu des choses. Ouais, il y en a qui ont fait des trucs en imprimante 3D. Là, je suis comme Ah, tabarnouche. peut-être, ouais. C'est Ouais, fou, ben, hein. je comprends, hein, je comprends. Ouais. Mais il faut de la patience là pour ça. Non, moi j'aime ce jeu aussi parce que peut-être t'as le temps de réfléchir à ce que tu veux faire. T'essayes de faire des choses intelligentes. Parfois, bah, les cartes que tu voudrais ne tombent pas, donc tu es obligé de comme contrer ce que tu voulais faire, plus les embuscades que ton adversaire ou tes adversaires vont aller venir placer sur ta feuille. Euh, mais je sais plus où je voulais en venir. Voilà. Mais et voilà, ça a été efficace. Non, mais j'aime que ce jeu, en fait, il va vite, en fait. Il peut aller très vite. Si Ouais, tu ouais. sais vers quoi tu vas aller, etc., il peut aller très vite. Puis c'est pour ça que moi, je prendrais... Honnêtement, je pense pas que j'aurais la patience de rendre mes feuilles aussi belles, là. Moi, j'ai pas le talent pour le faire, fait que j'essaye même pas. Je crois que j'ai juste pas envie. C'est un jeu que j'aime jouer parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Ouais, J'ai pas envie de perdre mon temps à rendre ça joli. ouais. Voilà. Fait que c'était mon numéro 5, cartographeur. On enchaîne avec ton numéro 4. Oui, alors mon numéro 4 c'est Déméter. Donc, c'est un jeu dans lequel on incarne un scientifique et on vient d'embarquer sur un vaisseau depuis Ganymède à destination de Déméter 1.
pour observer et étudier les espèces de dinosaures qui s'y trouvent. Donc c'est encore un jeu avec thématique dinosaure. Dinosaure. Je n'ai pas fait exprès. Et on peut également, en fait, on va aussi aller construire des avant-postes, on va recruter des scientifiques, on va progresser dans la recherche et construire des bâtiments. Donc c'est un jeu de flip and write où il y a des cartes colorées. Dans le fond, on va avoir une piste un peu à la Trek 12 quand on doit choisir si on multiplie, on soustrait, etc. Ok. Mais là, on va être limité en fait dans le nombre de cartes par rapport à leur couleur. Donc il va falloir quand même bien choisir parce que si tu fais que des cartes jaunes dès le départ, tu vas déclencher des combos. Mais si à la fin de la partie, t'as vraiment besoin du pouvoir d'une carte jaune, ben c'est plus possible. Donc, Ok. donc il y a cet aspect-là un peu, ouais, vraiment comme Trek 12, d'aller choisir au bon moment. C'est un jeu où il y a énormément de combos à débloquer. Donc je pense que ça, c'est la feuille de Varuna. Attends. En fait, dans le fond, il y a Déméter et Varuna qui sont dans le même univers. Ah, ouais. Moi qui les ai Ah, non, c'est bon, mélange. c'est bon, c'est bon, c'est Déméter. Ouais. Ok. Varuna, dans le fond, c'est sous l'océan. Ah, Donc, il y a une ok. petite, euh, donc, il va falloir faire vraiment des choix cruciaux parce que c'est pas possible d'aller se spécialiser dans tout, ben, comme dans la plupart des roll and write où il y a plusieurs pistes de choses différentes. Donc, on va chercher à être le plus diversifié possible et au bon moment, en sachant qu'on joue tous les joueurs jouent en même temps et on peut évidemment faire la même action, ça pose vraiment pas de problème. Et il n'y a pas vraiment d'interactivité entre les joueurs dans le sens où on va pas aller bloquer quelqu'un. Euh, Par contre, moi, je sais que j'ai toujours un œil sur ce que font les autres au cas où ils sont très avancés dans des choses parce que parfois, il y a quelqu'un qui part dans la direction de la science, il y en a qui partent ou de la recherche, il y en a qui vont partir plus dans la découverte des dinosaures. Euh, donc, ça vaut la peine en fait de regarder vers quoi vont les autres parce qu'il y a des objectifs de fin de partie ou même en cours de partie. Euh, Quand on va aller découvrir une espèce, c'est-à-dire quand on aura colorié tous les individus d'une espèce, ça va nous faire marquer des points, un peu comme Welcome to. Euh, le Ok. premier joueur à atteindre ces points-là va avoir un maximum de points, les Ok. Fait, suivants vont en avoir moins. fait que Donc c'est il y a une comme une petite course. course. Ok. Ouais, il y a une petite course là-dessus. Donc il faut vraiment choisir les bonnes cartes au bon moment en fait. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans ce genre de jeu. On n'est jamais bloqué. Euh, et les combos sont faciles à prévoir. Donc il y a beaucoup de combos, mais c'est facile de se dire, ah, prochain coup, il y a tel type d'action qui sort, c'est ça là qu'il faut que je prenne parce que je pourrais faire ça, 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 ça. Et ça, je trouve ça vraiment très satisfaisant. Donc c'est un jeu qui est très calculatoire, mais je le trouve ultra satisfaisant. Au Québec, il va être distribué début d'année prochaine par le Randolph. Ouais, Donc il n'est c'est pas ça. J'ai encore. vu passer beaucoup en Europe, mais Oui. il était pas tant disponible. Il est disponible en anglais ici, là, mais il est pas arrivé en Ah, français. peut-être. Ouais. Bah, dans le fond, il y a pas, à part le règlement, il y a pas de texte sur, Ah, sur le ok. Fait que ce matériel. serait pas peu dérangerait pas trop de l'avoir en anglais de bord. Non, et puis je pense que les règlements sont faciles à trouver sur Internet. Mais bah, tu vois, ça par exemple, je savais pas qu'il était en anglais. Moi, je l'ai fait venir, j'ai fait venir d'Europe. Euh, Ok. quand mes amis ou ma famille viennent, j'en profite. C'est Deux, c'est le trois petits petit jeux dans les cadeau. valises, là. Oui, bon, de toute façon, on sait très bien que dans ce sens-là, leur valise est vide. Alors, Voilà. j'en profite. Donc moi, j'ai et Demeter et Varuna qui fonctionnent sur le même principe, mais bien sûr, il y a des petites subtilités dans l'un et dans l'autre. Moi, dans le fond, mon numéro 4 c'est un peu pour les deux parce qu'ils se ressemblent C'est le vraiment même beaucoup. système, si on veut. Exact, exact. Il y a juste, dans Varuna, ça va être sous l'océan, donc on va pas pouvoir aller découvrir les espèces de la même manière. Ok. C'est la grosse différence. Ok. Mais moi, c'est ça. Je trouve que les combos, la satisfaction d'une partie, euh, le petit sentiment aussi de frustration à la fin de la partie de ah, j'y étais presque. Ça donne envie d'en refaire une tout de suite parce que les parties sont relativement courtes. Là, c'est une vingtaine de minutes. Ok. Donc ça s'enchaîne bien. Super. Voilà. Je l'ai pas essayé celui-là non plus. C'est les Ouais. dinosaures, hein.
Ouais, ah bah tu vois, chacun sa bête noire, mais en vrai, les dinosaures, c'est comme un prétexte, tu sais, au tout, ça aurait pu être avec des espèces Ah animales à ouais, ça aurait pu être découvrir. n'importe quoi. Ouais. Même des roches. Bah là, tu vois, ça m'aurait pas attiré chance. Voilà. Mais oui, dans l'idée, c'est ça. Super. Mon numéro 4, moi, c'est un jeu qui est un roll and ride d'un jeu qui existait. Ça, c'est Fleet the Dice Game. C'est un jeu où on va à la pêche. Donc, une thématique quand même rare dans les jeux, la pêche. Puis là, c'est la pêche commerciale. Là. C'est pas de la pêche sportive, si on veut. Donc, on a des bateaux de pêche là, qui vont aller pêcher des poissons de différentes espèces. C'est un jeu, c'est un roll and ride, mais c'est aussi un jeu de draft de dés, parce qu'on va lancer un certain nombre de dés selon le nombre de joueurs. Puis à tour de rôle, on va choisir un des dés. Puis il y a juste nous autres qui va cocher ce dé-là. Puis à la fin de la manche, le dé qui n'a pas été choisi par personne, mais tout le monde va le gagner. Fait que c'est quand même une décision intéressante pour le dernier joueur qui choisit, parce qu'il va choisir le dé que lui il veut, mais il va aussi choisir le dé qu'il va donner à tout le monde. Fait qu'il y a aussi une petite stratégie à développer là-dedans, parce que tu veux pas nécessairement donner à tes adversaires ce qu'ils ont besoin. Tu veux pas que ça soit trop facile pour eux autres. C'est un jeu qui joue sur 2 feuilles. Fait que lui aussi, je le mettrais dans les roll and write un peu plus corsé. Là. C'est un, je dirais, c'est aussi médium, le côté complexité. Puis c'est vraiment un jeu de combo, là, solide, là, ce jeu-là. Fait que dans le fond, on va avoir 5 sortes d'espèces qu'on peut pêcher. Là. Il y a des crevettes, il y a des poissons, des lobsters, des homards, des poissons épais, puis des huîtres. Fait que chaque espèce va avoir sa propre piste. Donc, si tu recrutes un dé qui a un symbole de crevette, ben là, tu vas aller cocher la prochaine case de la piste des crevettes. Puis en avançant sur une piste, tu vas débloquer le permis pour pouvoir aller pêcher cette espèce-là. Et tu vas débarrer des bateaux de pêche pour cette espèce-là. Fait que quand tu vas débarrer un bateau, ben, tu vas aller cocher le bateau sur la piste qui est juste en bas. Là. Chaque espèce a des bateaux de la même couleur qu'elle. Puis dans le fond, à chaque fois qu'il va y avoir une phase de pêche, ben, tous tes bateaux vont pouvoir aller pêcher. Fait que tu vas cocher des cases sur les bateaux. Puis tout ce que tu as pêché à la fin de la partie te donne des points. Fait que c'est comme un effet un peu domino. Plus je débarre mes bateaux vite, ben, plus ils ont le temps de se remplir pendant la partie. Tu vas aussi débloquer, en continuant sur tes pistes d'espèces animales, tu vas aussi débloquer des pouvoirs. Donc, chaque espèce va avoir un pouvoir qui va être en... C'est ça les permis, là, dans le fond. Là. Fait que le premier permis te donne le premier pouvoir de cette espèce-là. Quand tu vas avoir le deuxième permis, mais tu vas avoir un pouvoir qui va être augmenté un petit peu. Puis le troisième permis, il va augmenter encore plus. Puis en plus, il te donne des points de victoire à la fin de la partie. Les crevettes, c'est de doubler un des dés que tu as repêché, par exemple. Il y en a qui vont te donner des bonus d'argent. Il y en a qui vont te donner des bonus quand tu pêches. Tu vas cocher une case de plus. Les huîtres vont avoir plus de place sur leur bateau que tu peux débarrer. Ou cocher 2 cases. Fait que il est différent. Chaque espèce va avoir son pouvoir. Fait que c'est le fun aussi. C'est toi qui vas décider un peu quel pouvoir tu veux aller débloquer. Puis tu vas avoir une piste d'argent. Fait qu'à chaque fois que tu gagnes de l'argent, tu vas avancer sur cette piste-là. Puis à un certain moment, cette piste-là te donne des étoiles. À chaque fois que tu as une étoile, c'est comme si tu avais une action gratuite. C'est-à-dire que tu fais l'action de ton choix sur ta feuille. Tu peux aller cocher la case, n'importe quelle case d'une espèce, ou tu peux aller cocher des cases sur la deuxième feuille, qui est comme les pouvoirs spéciaux. Fait que la deuxième feuille, c'est comme la ville, dans le fond. Fait que tu vas pouvoir aller cocher des cases sur des bâtiments. Puis quand tu vas avoir toutes les cases d'un bâtiment, mais tu vas comme gagner le pouvoir de ce bâtiment-là. Fait que ça peut donner un pouvoir pour le reste de la partie, ça peut te donner une façon de scorer à la fin. Fait que tu as aussi beaucoup de choix à faire là-dedans de comment tu veux développer un peu ta ville, puis comment tu veux développer tes bateaux de pêche. Puis à chaque 2 tours, dans le fond, ils vont avoir une phase de pêche. Fait que c'est là que tes bateaux vont se remplir, que tu vas aller cocher des cases. Tu as des bonus que tu peux aller chercher pour déclencher des phases de pêche individuelles, juste pour toi, pour justement que tes bateaux se remplissent de plus en plus. Fait que c'est vraiment le fun. Dans le fond, on va avoir 2 phases de recrutement de dés. Il y en a une qui est avec les dés d'espèces animales. Puis il y en a une deuxième qui c'est les dés de ville, pour savoir dans quelle partie de la ville on va pouvoir cocher une case. Fait que c'est un jeu qui a vraiment un bon tempo. C'est un jeu qui a du comboing en malade.
Quand on commence là, à avoir plein d'affaires, là, c'est comme, OK, ben, je fais telle action me donne telle affaire, je gagne de l'argent me donne une action bonus, mon action bonus jamais là, je gagne un autre pouvoir. C'est vraiment fou, là, les combos que tu peux faire dans ce jeu-là. Vraiment le fun. C'est un jeu qui a un mode solo. Je trippe pas tant sur le mode solo de ce jeu-là parce qu'il y a un genre de mécanique un peu comme dans Trial où tu vas te faire attaquer. T'as comme un compétiteur. Fait que tu vas comme aller barrer des affaires, des cases, des bateaux. Tu vas les rayer, tu pourras plus les utiliser. Ça, j'aime un peu moins ça. Fait que je l'aime mieux en multijoueur qu'en solo pour celui-là. Fait que Fleet de Dice Game, vraiment le fun. Ouais, parce qu'en multijoueur, c'est ça, les autres joueurs peuvent pas t'attaquer comme dans le solo. Non, Ok. exactement. Tu rayeras jamais rien en multijoueur. Fait que c'est vraiment deux styles différents, je trouve. Ok. Euh, Solo et multi pour ce jeu-là. Ok. Ouais, celui-là, je l'ai repéré il y a un certain temps, mais j'ai comme pareil, un problème avec la thématique qui m'accroche pas plus que ça non plus. Mais je découvre par contre qu'il est super riche. Et puis moi, tu m'as déclenché le mot magique combo. Les combos, le Les comboage. co- Pour moi, c'est le mot magique sur ces jeux-là. Parce que ça veut dire qu'il faut anticiper aussi un peu. Et il y a aussi parfois les choses qu'on n'a pas vues. Et ça devient merveilleux, ça devient comme une boîte surprise. On a coché quelque chose et puis magiquement, ça nous donne Ah plein ouais, d'actions qu'on n'avait pas envisagées. Et je trouve que c'est un côté émerveillement dans ces parties-là que j'aime vraiment. c'est Ok. vraiment satisfaisant. C'est vraiment le Ouais. fun. Lui aussi, je pense qu'il n'existe pas en français, mais encore une fois, tu sais, la feuille, c'est pas mal juste. Tu sais, il y a quelques petits mots un par-ci par-là, mais c'est pas rien de très complexe là, à ce jeu. Faudrait que je fasse une vidéo de jeu, là, d'ailleurs. Fait que Fleet de Dice Game, mon numéro 4. Ton numéro 3? Alors, mon numéro 3, euh, j'ai un peu honte, mais je vais le dire quand même. T'as le droit. C'est Welcome to the Moon. Euh, Mhm. mais je n'ai toujours pas essayé les 8 différentes cartes pour le moment. Oh non. Non, Imagine, tu vas être j'ai encore pas plus eu le temps. riche dans ce temps-là. Ouais, je sais. Mais je trouve que même après la première aventure, qui n'est pas nécessairement compliquée, on ressent les mêmes sensations que Welcome to le premier, Your Perfect Home. Et on peut mesurer en fait toute la possibilité. Et il y a une forme de reviens-y qui s'installe vraiment tout de suite, malgré que ce soit justement pas compliqué. J'imagine que c'est pas la meilleure. Euh, j'ai lu les règlements des suivantes, mais c'est pour ça que je veux pas aller trop loin dans mon explication parce que j'ai pas l'expérience qui va avec. Donc je me base en fait sur ce que j'ai ressenti, ce que j'ai ressenti pour Welcome to le premier, où j'ai vraiment par contre une panoplie de parties à mon actif. Puis le principe reste sensiblement le même, c'est-à-dire qu'on va aller retourner un pool de 3 cartes et on va choisir un ensemble avec un chiffre et une action qui lui est associée. Et dépendamment de la carte sur laquelle on va jouer, ça va nous permettre de faire des actions, déclencher des combos, réserver des choses, etc. Donc, je mesure en fait toute la puissance et les possibilités de ce jeu-là, et c'est celui-là que j'ai préféré mettre en fait dans mon top 3 plutôt que Welcome to, euh, parce que justement, il y a une rejouabilité absolument sensationnelle. Il y a 8 cartes différentes avec C'est toutes 8 les jeux règles. en un. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, pour moi, c'est celui qui avait le plus sa place là. Euh, même si je sais bah, je suis comme à moitié pas légitime d'en parler parce que j'ai pas tout essayé encore. Mais, euh, mais c'est vraiment ça. Les sensations sont assez folles. On sait qu'il va y avoir du combo. On sait qu'il va y avoir une forme de course à qui aura un objectif en premier pour empêcher l'adversaire de marquer un maximum de points. Je trouve que le fait aussi que les cartes aillent un peu crescendo dans la difficulté, c'est très plaisant parce que Ouais. ça veut dire qu'on peut y jouer avec tout type de joueurs. Et même nous, qui avons peut-être plus l'habitude de jouer, on se met sur la première carte, c'est satisfaisant pareil. Il n'y a rien de bien compliqué, mais il y a toujours moyen de déclencher des combos, d'arriver le premier. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Aucune des cartes ne se ressemble, il n'y a rien qui soit identique. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre là sur ce genre-là. Euh, il C'est est peut-être plus.
excuse-moi. Ah, vas-y, Il vas-y. est, il est peut-être plus onéreux que les autres, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine. Parce que comme tu disais, c'est 8 jeux en un. Ouais. Et le matériel aussi, la faction du matériel, le fait que les plateaux soient effaçables, je trouve toujours que c'est un très bon parti pris en fait de ce point de vue-là parce que moi-même j'ai l'habitude de plastifier mes feuilles parce que ça m'énerve en fait de devoir toutes les jeter à chaque fois. Donc j'aime qu'ils aient pris qu'ils aient pris l'initiative de faire ça directement. Euh, voilà, c'est vraiment voilà, c'est pour ça qu'il est dans mon top 3. C'est un excellent choix. Puis je trouve qu'ils ont beaucoup travaillé le côté course à objectif dans ces cartes-là. Il y a souvent des courses, il n'y a pas juste les 3 objectifs là, qu'on a comme Ouais, d'habitude, mais il y a tout le temps des petits objectifs à même les cartes. C'était le premier à remplir cette zone-là, c'était le premier à aller à telle place sur la carte, tu vas gagner aussi des bonus. Fait qu'ils ont vraiment mis l'étau sur la petite course à objectif, et que tu le sens un peu plus. Fait que ça, c'est bien aussi. En plus de toutes les règles différentes pour chacune des cartes, c'est assez exceptionnel ce qu'ils ont fait dans l'édition de ce jeu-là. C'est quelque chose. Pour vrai, je pense qu'il est comme, c'est quoi, 50$ ce jeu-là. Pour 50$, c'est comme si tu achetais 8 jeux à cocher différents. Fait que c'est sûr que ça vaut son prix, ce jeu-là. C'est vraiment une pépite. ouais. Donc, Welcome to the Moon. Moi, j'ai joué les 8 cartes. On en reparlera peut-être tantôt. Là. Oui, c'est ça. Je sais que t'en parles pas trop. Je le savais qu'il serait plus. Euh, En tout cas, voilà. Moi, mon numéro 3, c'est aussi une version Roll and Ride d'un jeu de plateau qui existe. C'est un jeu qui s'appelle Raja of the Ganges. Donc, le Roll and Ride s'appelle The Dice Charmer. Puis pour moi, c'est le genre de version Roll and Ride qui a comme tassé le jeu de base, en fait. Là. Je ressens plus le besoin d'avoir le jeu de base en ayant le Roll and Ride. Fait que ça veut dire qu'il fait vraiment bien. Puis qu'il fait peut-être même vraiment mieux la job que le jeu de base. C'est un jeu qui a quand même pas mal d'affaires à faire aussi dans ce jeu-là. Donc la feuille, plusieurs sections. Pour ceux qui connaissent le jeu de plateau Raja of the Ganges, fait que c'est un peu les mêmes principes. Là. On va avoir une section où on a un chemin à faire là, pour aller relier des bâtiments ou aller relier à différents bonus en se promenant sur un chemin. Vous allez avoir une section qui est le palais où on va pouvoir aller placer des numéros, cocher des cases pour activer les pouvoirs des différents personnages dans le palais qui vont nous donner des bonus. On va avoir une piste avec des marchandises qu'on va cocher au marché, qu'on va pouvoir vendre pour faire des points. Puis on a la piste du Gange, donc la piste du fleuve où on va se promener et avancer pour aussi aller déclencher des bonus. C'est le genre de jeu que la feuille a l'air vraiment chargée, elle a l'air vraiment d'avoir beaucoup d'icônes. Parce que dans le fond, les dés, c'est comme des symboles. Fait que tu sais, comme un genre de bateau, un drapeau, les petits bonhommes du palais, leurs faces sont sur les dés. Fait que tu sais, oui, ça a l'air compliqué, ça a l'air complexe, mais au final, les icônes des dés, c'est les icônes qui sont sur ta feuille. Fait que tu sais, si je prends la face du bonhomme en haut dans le palais, ben c'est que je vais aller cocher ce case-là. Puis là, je regarde l'icône, ok, ça donne tel pouvoir à côté. Fait que c'est quand même facile s'y retrouver. Ça a l'air plus compliqué que ce que c'est vraiment. Là. Puis c'est un jeu où on va drafter les dés lui aussi. Fait qu'il y a quand même plus d'interaction pour avoir les dés. Fait que je vais choisir un dé. Mon adversaire va en choisir un. Je vais en choisir un autre. Je choisis comme 2 dés par ronde. Là. Fait que si tu vois que ton adversaire a besoin de tel symbole, ben, peut-être que tu vas le prendre à sa place pour pas qu'il l'aille, même si c'est pas nécessairement celui que tu voulais le plus, mais qui est quand même bon pour toi. Mais fait qu'il faut que tu prêtes un peu attention à ce que les autres font. Les pouvoirs dans le palais vont déclencher les pouvoirs des personnages qui sont vraiment le fun, qui te permettent de comboer, faire des trucs. Quand tu vas faire tu vas aussi essayer d'upgrader les points que tes bâtiments vont donner, là, comme tu as comme une piste d'amélioration. Fait que tu vas augmenter là-dessus pour essayer de les upgrader. Comme ça, quand tu vas aller te promener sur le chemin, ils vont donner plus de points. C'est un jeu comme le jeu de base qui a 2 pistes de points, là, une piste d'argent et une piste de prestige. Là, fait qu'on va avancer sur les 2 pistes. Le but, c'est de les faire se croiser, là, un peu à la Ark Nova ces temps-ci. Là. Donc, ce jeu-là faisait déjà ça dans le jeu de base. Dans le jeu de base, c'est un scoring qui m'énerve. J'aime pas tout le temps ça. Des fois, il y a des parties que ça fait des scorings vraiment plats. Je trouve que dans le Roll and Ride, en tout cas dans les parties que j'ai jouées, je trouve que ça fait des parties souvent plus serrées.
Puis vu que c'est un jeu peut-être un peu plus rapide, tout ça, ça me dérange peut-être un peu moins que ce soit le même type de scoring que j'aime pas vraiment. Mais bon, je trouve que dans celui-là, ça passe mieux que dans le jeu de plateau ou que dans Ark Nova. Mais c'est une discussion pour un autre jour, ça. Donc, c'est un jeu de combotage beaucoup. Fait que tu ressens beaucoup cet effet-là. Tu sais, je coche un personnage, il me donne une action bonus. L'action bonus, je vais aller avancer sur la carte. Oh, j'arrive au bout, je déclenche un autre bonus qui permet d'aller avancer sa rivière. J'avance sa rivière, ça me donne un autre bonus. Tu sais, tu peux faire des actions comme tu peux faire comme une cascade de 5-6 actions avec l'action que tu viens de faire. Fait qu'encore une fois, le mot magique, comboage dans ce jeu-là, il y en a beaucoup. Puis je trouve qu'il y en a plus que dans le jeu de base. Fait que c'est pour ça que je le trouve plus intéressant, celui-là. Je trouve que les combos se déclenchent plus facilement puis sont plus satisfaisants que ce que Raja de Ganges, le jeu de plateau, offre. Fait que pour moi, c'est vraiment une belle réussite, le roll and ride de ce jeu-là. Même si le thème, ça me parle zéro ben bar, là, le gameplay est vraiment le fun là, dans celui-là. J'avoue que aussi sur le niveau du scoring, parfois moi dans les parties que j'ai faites, il y a toujours un joueur qui est un peu à la traîne. Puis ça commence à faire peur, ça en général, quand on voit que les autres ont vite grimpé sur une des deux pistes et que vraiment on sent que ça va être mal pour nous. Mais en fait, tout se déclenche forcément à un moment ou à un autre. Ouais. Parfois, on peut scorer un nombre de points incroyable en un seul bon coup. Euh, Ça en fait un jeu super satisfaisant aussi. Et j'en parlerai peut-être un peu plus après. Oh! D'accord, parfait. On va enchaîner avec ton numéro 2. On arrive quand même vers la fin. Oui. Mon numéro 2, c'est le mur d'Adrien. Donc, c'est certainement le roll and ride de ma collection qui est le plus sérieux. Autour Ouais. de la table, tout le monde est très studieux. Mais c'est aussi, je pense, le plus riche. Dans le fond, la thématique, c'est ça. On va être affecté à un pan du mur d'Adrien. Et il va falloir le développer la vie autour et le défendre contre les attaques des Pictes. On va jouer avec deux feuilles, donc côte à côte. Il y a énormément de pistes. Deux méga feuilles, je dirais. Ouais, c'est deux feuilles complètes. Il y a rien qui n'a pas sa place et il n'y a plus de place pour autre chose. Ouais, C'est- les feuilles sont de la grosseur de la boîte du jeu, là, qui est l'espèce de Ouais, boîte carrée là, de Garfield Game. Là. ouais. Puis c'est le genre de jeu que j'ai essayé de plastifier. C'est compliqué parce que les cases sont petites. Ouais, pis t'as beaucoup de chances d'effacer de quoi en écrivant parce qu'il y a tellement d'affaires Ah de ouais. cases partout. Là. Euh, Dans le fond, en fait, on va avoir aussi un pool de cartes qu'on va révéler à chaque tour qui vont nous donner des ressources de base. Donc, quoi qu'il arrive dans une manche, on aura toujours quelque chose à faire. Euh, il faut prendre en compte tout. C'est extrêmement calculatoire comme jeu. Il faut tout gérer en même temps avec les ressources qu'on possède. Parfois, c'est difficile, enfin, c'est même toujours difficile de se spécialiser dans tout. Donc on a tendance à délaisser une ou deux pistes de la ville souvent pour mener à bien les autres actions. Euh, Ça, c'est ce qui fait, je trouve, qu'on a très envie d'y retourner parce qu'on a envie d'essayer l'affaire qu'on n'a pas développée à la partie d'avant. Les combos, mais les combos, c'est juste incroyable comme ils se déclenchent facilement. Il y a quasiment des combos sur chaque case. Pas absolument partout, mais vraiment, il y en a au Ou- moins une case sur deux. Ouais, c'est ça, au moins une case sur deux dans la Ah ouais. majorité des pistes. Des fois, il y en a qui en a plusieurs de suite. Là. Ouais, c'est ça. Donc, dès qu'on va cocher quelque chose, ça va déclencher autre chose. Cette autre chose peut aller déclencher encore une autre. Puis sur des pistes les unes les autres, il va falloir choisir. Enfin, c'est vraiment incroyable pour ceux qui aiment les combos. Là, c'est sûr que c'est vraiment le jeu, en tout cas moi, que je conseillerais. Euh, mais il faut savoir que les parties durent réellement entre 45 minutes et 1 heure. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire une partie Une heure et solo. demie aussi, des fois. Hein. Ah, ça peut, ça peut. Ben, moi, en tout cas, ça a toujours été autour d'1 heure, mais j'avoue que je l'ai toujours fait avec des joueurs qui ont l'habitude, Ok. qui réfléchissent vite. Donc, quand il y a quelqu'un autour de la table qui va prendre plus de temps pour vérifier que le combo qui va commencer à déclencher est vraiment le meilleur, j'avoue que suivre tout le cheminement, ça peut prendre vraiment une éternité. Il faut se laisser un peu aller, je pense, parfois à ce jeu-là. Ouais. Euh, mais je sais que oui, parfois dans mes parties solo, au bout de 20 minutes, j'étais quasiment à la fin, mais alors les derniers tours, il y a tout qui se déclenche.
Et au final, j'en arrive à une heure de jeu, quoi. Mais j'ai jamais vu le temps passer, j'ai jamais trouvé le temps long là-dessus. Il est super riche, on a vraiment envie d'aller essayer plein d'affaires. Puis il y a un espèce de peu Sherlock aussi sur est-ce qu'on va aller développer le mur qui nous protège parce que à chaque fin de manche, il y a les Pictes qui nous attaquent et si on n'est pas assez défendu à l'endroit où ils nous attaquent, donc là c'est encore un coup de chance parce que c'est soit à droite, à gauche ou au milieu, là on va subir de la disgrâce. Euh, pour effacer cette disgrâce, il faudrait aller soudoyer des gens, mais si on n'a pas commencé à cocher la bonne piste, ça devient compliqué. Alors, est-ce qu'on assume les points négatifs? Est-ce que, en tout cas, il y a vraiment énormément de choses à faire. Euh, il y a aussi un petit côté frustrant, je trouve, en multijoueur, Ouais. qui n'existe pas évidemment en solo, c'est que on va avoir une interaction sur certaines pistes qui font que les adversaires vont nous donner des ressources. Moi, ça m'est toujours arrivé que j'ai fini mon tour, que j'ai fini mon combotage, que je suis super contente, et qu'on me donne une ressource qui m'aurait servi bien avant. J'aurais pas fait la même chose. Parce que dans le fond, comme on joue tous en même temps, la ressource peut arriver comme ça par hasard. Puis si on l'utilise pas en fin de manche, elle est perdue. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la mini frustration. Ça, c'est de ah, on a envie de jouer, mais il faut quand même attendre de voir un peu ce que font les autres au cas où, qui nous donnerait la ressource, qui nous débloque un combo encore plus satisfaisant qu'un autre. Ouais, C'est c'est ça. Moi aussi, quand j'ai joué en multijoueur, je disais aux autres joueurs, regarde, là, si vous allez faire telle action pour donner une ressource à l'autre, essayez de le faire au début de la manche parce que justement, cette ressource-là, après, on va la prendre en ouais, considération dans nos affaires. Ça arrive à la fin quand t'as tout fini, c'est vraiment chiant parce que t'es comme, ah, mais là, si j'avais eu ça il y a 5 minutes, là, j'aurais déclenché tel autre combo à la place. Mais non, t'avais pas pu. exactement. Fait que c'est un peu con. Puis, Ouais. tu sais, en multijoueur, je trouve, c'est comme. Tu sais, c'est un jeu solitaire multijoueur, en fait, là. Mais tu sais, vraiment solitaire dans le sens qu'on peut être comme 15 minutes, chacun la tête baissée sur notre feuille, à Oui. dépenser nos meeples, cocher des cases, à faire nos affaires, puis là, bah ben moi j'ai fini. Ouais. Ah, puis là on attend 5 minutes après l'autre. Ah, moi j'ai fini. Ok, on passe à la prochaine ronde. Fait que tu sais, tu peux même pas vraiment te jaser pendant que tu joues à ça parce qu'on est tellement focus. Ouais. Fait que je trouve ça weird comme ambiance en multijoueur. Tu sais, je pense que c'est vraiment un jeu qui est développé pour le solo, là, honnêtement. Là. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est ambiance très studieuse parce que Ah, vraiment. effectivement, en général, on discute pas beaucoup. Mais pour les parties que j'ai fait en multi, j'ai fait des parties énormément à 2 et à 4. Et j'avoue que j'ai eu la chance que j'ai jamais attendu tant que ça. Mais je comprends le feeling de bah, tout le monde a envie de jouer à son rythme, tout le monde a envie Ouais. de déclencher les bons combos au bon moment, de bien y réfléchir. Donc je peux comprendre qu'il y ait des gens qui prennent plus de temps que certains autres joueurs et que ça fasse un petit temps mort sur la partie. J'ai été surpris de voir que, tu sais, oui, la feuille, il y a du stock, il y a beaucoup de choses, mais la façon qu'ils l'ont structuré, la façon qu'ils expliquent le livre de règles, c'est qu'ils partent de haut en bas sa première feuille, puis après ils t'expliquent de haut en bas sa deuxième feuille, puis tout se tient de façon logique, de la façon qu'elle est construite, qui est expliquée. Fait que pour vrai, le travail d'édition derrière ce jeu-là, Ouais, il est assez exceptionnel. Parce que justement, moi, ça me décourageait de voir la feuille en disant, ah, là, ça me tente pas de lire les règles de ça, là, ça a l'air compliqué. Mais la façon qu'ils l'ont structuré, la façon qu'on construit la feuille, c'est vraiment bien pensé. Fait que chapeau à Garfield Game pour l'édition de ça. Vraiment, là, c'est vraiment. Ça aide beaucoup à embarquer dans le jeu, je trouve. oui. Bah, ça guide en fait totalement. On voit quels sont les points importants dès le départ. Même si on tâtonne parfois un peu sur qu'est-ce qu'on va faire, c'est sûr qu'on va aller développer la ville un peu après parce qu'on veut pouvoir avoir plus de ressources au départ. Donc il est vraiment bien. Il y a aussi la petite campagne solo, mais que évidemment on peut faire à plus, qui est super intéressante, qui vraiment apporte les points historiques en fait de chaque partie du mur, etc. Donc on va aller se positionner fictivement évidemment à différentes parcelles, puis il y a des notes historiques, on va avoir comme une mission à remplir. Moi je l'ai trouvée vraiment excellente. Donc c'est quelque chose que je relève si jamais il y a des gens intéressés. Il existe un petit mode campagne qui se trouve facilement là sur Board Game Geek, je pense. Très bon choix. Lui, c'est ce que j'appelle un jeu à cocher expert. Ouais. Voilà. Mon numéro 2 à moi, c'est un jeu que tu as déjà nommé. C'est Welcome to the Moon.
Donc, Welcome to the Moon, qu'on vous a parlé un petit peu tantôt. Moi, j'ai joué toutes les cartes, donc les 8 cartes. Je les ai essayées. Je vais peut-être essayer de vous parler rapidement de chacune d'elles. Ok, j'avais la belle photo. La première, c'est la plus simple. C'est quasiment une version familiale, en fait, parce qu'on n'a pas les pouvoirs. Donc, les symboles des cartes vont juste nous permettre d'aller cocher sur certaines lignes. Puis, dans le fond, quand on finit des zones, on va gagner des fusées ou avoir des bonus qui vont pouvoir nous permettre de cocher d'autres fusées. Puis, c'est un peu une course à cocher des fusées là, pour pouvoir avoir le lancement de notre fusée dans l'espace. Fait que vraiment simple. Pour jouer avec des plus jeunes ou des joueurs moins habitués, c'est vraiment une belle carte pour ça. La deuxième, c'est vraiment les mêmes règles que Welcome de base. Sauf qu'au lieu d'avoir 3 rues qui sont déjà divisées, c'est que tu as une grande ligne. Puis c'est toi qui vas la diviser. Fait que c'est toi qui vas faire les divisions sur ta ligne au fur et à mesure que la partie va avancer. La troisième, je pense que c'est ma préférée dans les 8. La troisième, faut que tu places les numéros en ordre croissant de gauche à droite, là, comme toujours, mais aussi de haut en bas. Fait que c'est une double classification avec les chiffres. Fait que c'est vraiment le fun de la façon de faire cette grille-là. Puis tu vas faire des points aussi avec les satellites, les réservoirs d'eau, puis les plantes aussi que tu vas cocher dans chaque zone. Si tu remplis un des 4 cadrans premiers aussi, tu fais un bonus directement sur la carte. Fait que vraiment le fun, la 3. Probablement ma préférée. La quatrième, c'est la mine. Celle-là, on a un petit côté un peu push your luck parce qu'on va aller cocher des cases dans la mine qu'on va creuser. Puis quand on va avoir creusé les 3 cases d'une colonne, c'est là qu'on va gagner ce que sur ces cases-là. Fait que tu gagnes pas tout de suite ce que ces cases quand tu coches. C'est vraiment quand tu vas avoir fini une colonne, tu vas débloquer la foreuse, puis la foreuse va creuser et te faire ramasser les différentes ressources de cette colonne-là. Fait que cette carte-là, tu pourrais être pris à la fin de la partie, que tu peux avoir coché 2 cases dans une colonne, mais si tu coches pas la 3e, tu gagneras pas ce que les 2 autres te donnaient. Fait que c'est là à toi de voir comment tu veux gérer tes choses pour déclencher tes foreuses puis ramasser tes affaires pour aller mettre dans tes usines. Tu peux comme upgrader les usines pour que tes choses valent plus de points aussi. Fait que super intéressant. La 5e, celle-là est plus restrictive parce que dans le fond, tu as des tours puis tu vas partir comme au milieu de la feuille. Là. Fait que dans le fond, il y a certaines tours qui partent au milieu, d'autres un peu plus haut, un peu plus basses. Mais c'est que le premier chiffre que tu mets, il faut qu'il soit au milieu de la tour. Puis après ça, les chiffres, il faut que tu les mettes en haut ou en bas d'un chiffre déjà placé. Fait que contrairement à toutes les cartes, tu peux pas aller remplir la première case en haut d'une tour en premier. Il faut que tu les remplisses en suivant les chiffres en ordre. Fait que c'est plus restrictif, je trouve. Des fois, si genre le 15 sort en premier, t'es comme un peu pogné dans cette carte-là, tu sais. Fait que ça, c'est moins le fun. Fait que lui, il est plus facile d'avoir comme des refus ou des tours que tu peux pas jouer. Fait ce qui peut précipiter aussi la fin de la partie. Il y a aussi, c'est le dôme, là, la 5e. T'as une espèce de dôme aussi en haut que tu vas devoir construire. Puis si tu réussis pas à construire le dôme au complet, tu vas avoir des pénalités de points. Fait que celle-là, je l'aime un petit peu moins à cause de ça. La 6e, c'est Pandémie Welcome. Fait que on est dans une base, puis il y a des virus qui vont se propager. Puis les virus vont aller barrer des cases. Fait qu'un peu à la Troy de Dice Game. Là. Fait que quand les virus vont se propager, on va barrer des cases, puis ces cases-là, on ne pourra pas remplir de chiffres dedans, puis ils vont nous enlever un point à la fin de la partie. Puis on va pouvoir boucher les conduits d'aération pour empêcher les virus de se propager dans les autres salles. Fait que tu peux essayer d'isoler un virus dans une pièce pour que justement il brise juste les cases de cette pièce-là, mais qu'il ne se propage pas dans les autres cases autour. Fait que celui-là, c'est ça. Une map un peu plus take that. Celle-là aussi, c'est peut-être dans mes 2 que j'ai moins aimé avec la 5 et la 6. La 7, c'est les vaisseaux de secours. Fait que celle-là, on va remplir les vaisseaux. On va devoir augmenter les réacteurs qui vont être des multiplicateurs de points. Il faut y aller aussi en suivant l'ordre des vaisseaux. Parce que tu vas débarrer des ponts. Les ponts vont te permettre d'avoir accès au prochain vaisseau comme ça. Fait que faut que tu te fasses un peu un chemin qui va te donner accès à plus de zones pour mettre des chiffres. Super bon puzzle aussi, je l'ai bien aimé. Et la 8, attachez votre truc, la 8.
vous allez jouer sur 2 feuilles différentes. Une avec votre voisin de gauche et une avec votre voisin de droite. Et là, c'est un jeu de majorité. Donc, vous allez essayer de contrôler les planètes. Fait que vous avez chacun un symbole, mettons un triangle, un carré, un rond. Fait que moi, quand je vais cocher sur mes feuilles, je vais mettre des triangles, puis là, mon voisin va mettre des ronds. Fait que là, selon le chiffre, on va aller placer notre symbole sur une des planètes que ce chiffre-là. Puis quand la planète est pleine, bien, celui qui a le plus de fois son symbole va gagner les points de la planète, va scorer les points de la planète. Puis tu peux augmenter les multiplicateurs de tes planètes selon leur couleur. T'as des pistes aussi pour les réservoirs d'eau, les plantes et des choses comme ça. Fait qu'un jeu de contrôle de majorité, c'est assez surprenant. Fait que c'est un peu un topo des cartes. Fait que vous voyez que c'est quand même des jeux vraiment différents les uns des autres. C'est une belle richesse. En plus de ça, tu as un mode campagne que tu peux jouer. C'est pas obligatoire selon moi. J'aimais mieux qu'ils mettent les choses sous forme de module d'extension que sous forme d'une campagne. Là. C'est que la campagne va te faire débarrer des petits modules. Puis les petits modules, des fois, ça va de placer une carte sur une carte en carton. Là, sur une des cartes que tu dessines pour changer une zone. Fait que tu vas pouvoir dessiner sur cette partie de la carte-là. Fait que ça va changer un petit peu les maps, si on veut. Fait que c'est vraiment une très très belle richesse. Un jeu que c'est 8 jeux en 1, tout simplement. C'est vraiment le fun. T'sais, le seul point négatif par rapport au premier Welcome, c'est que tu es limité à 6 joueurs à celui-là parce qu'il y a 6 cartes de chaque sorte. Tandis que l'autre Welcome, tu peux jouer à 20, à 50, à 100. Mais c'est le seul à faire. Oui, il faudrait comme merger plusieurs jeux ensemble et ça changerait rien. Ah, c'est ça. Ça marcherait si on avait plusieurs jeux. On pourrait jouer à 12. Ça marcherait aussi. Moi, je trouve ça assez fou qu'ils aient réussi aussi à coller à une thématique pour les 8 et que ça se tienne dans un ordre chronologique de on envoie une fusée, ok, là, il faut aller faire le trajet jusqu'à la Lune, ok, il va commencer à falloir forer, construire, ok, il y a des maladies. Je trouve ça assez fou, la manière dont ils ont fait ça. Ouais, puis les 8 fonctionnent avec le même deck de cartes. Ça aussi, c'est fou. Ouais. C'est le même deck de cartes dans les 8 cartes, mais chaque symbole fait pas la même chose dans chaque carte ou donne pas la même opportunité de scoring dans chaque carte. Chaque carte a ses propres objectifs aussi. Fait que, non, vraiment, c'est vraiment un bijou. Fait que Welcome to the Moon, un must avoir. Mais c'est mon numéro 2. Fait qu'il y en a un qui est meilleur que ça. Je suis curieuse. Moi, je pensais que tu allais le mettre en 1. Alors, voilà. ça attise ma curiosité pour le 1. Ça va être une surprise. On va aller avec ton numéro 1 avant. Oui. Bon, ben, moi, il n'y a plus vraiment de surprise. Voilà, hein, on dirait que t'as vendu la mèche tantôt, là. Ouais, ben, moi, c'est Rajas of the Ganges pour mon numéro 1. Donc, tu en as pas mal parlé avant, donc je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit. Mais moi, je vais juste ajouter que comme c'est un de mes tout premiers roll and write à combo, évidemment, il a une valeur sentimentale très poussée. Et malgré le temps qui passe, je le trouve toujours excellent. Je prends toujours du plaisir à jouer, à rejouer, à faire des parties sur ce jeu-là. Les combos, ils se déclenchent super rapidement. Ou alors, on peut commencer à préparer une suite de combos pour une phase après avec un autre dé. Et je trouve ça très, très satisfaisant. J'ai joué qu'une seule fois au jeu de base. Après, j'ai jamais joué avant. J'ai d'abord fait le roll and write avant de jouer au jeu de base. J'étais très impatiente. J'avoue que moi, j'ai pas été déçue. J'ai vraiment aimé. C'est sûr qu'il y a des choses qui changent, mais en même temps, c'est normal puisque c'est vraiment deux manières de procéder totalement différentes. Je trouve que dans le roll and write, par contre, il y a moins la sensation de frustration quand un emplacement est déjà pris, par exemple, dans le jeu de base. Ouais. Là, avec les dés, on a toujours quelque chose à faire. On n'est jamais bloqué. Parce que comme tu disais, même si on prend un dé pour empêcher notre adversaire de faire un bon coup, il va nous donner quelque chose de dé. Il va nous donner quelque chose, et quelque chose qui sera de toute façon satisfaisante parce que ça nous fera avancer sur une piste. Honnêtement, à part le fleuve ou si on fait un jump de plusieurs cases, bah là ça peut nous poser problème, mais en fait on peut revenir en arrière. Donc il y a quand même des choses, des petites subtilités que vraiment j'adore là-dedans. Il a l'air pas simple, mais je trouve qu'un peu à la manière du mur d'Adrien, le livret de règles aussi explique chaque section, comment ça se joue, etc. Donc finalement, il est très facile à prendre en main. Et c'est ça. Moi, j'ai bien aimé. Il y a des petites mécaniques un peu différentes selon la section où on est.
tout ne fonctionne pas de la même manière. J'apprécie vraiment cette richesse en fait de choses à faire, à exploiter, puis tous les combos là qui peuvent en résulter. Honnêtement, c'était mon tout premier à combo et c'est tellement satisfaisant que c'est sûr que moi, ça reste mon top 1 là. Malgré que ce soit plus léger que les autres jeux un peu plus experts, ça reste quand même celui voilà, qui est numéro 1 dans mon cœur. Et puis des fois, tu sais, tu te dis, l'autre joueur il est quand même loin de déclencher un fin de la partie, je pense pas qu'il va le faire dans un tour, puis là, il fait un méga combo. Oui, Il déclenche la fin de la partie, t'es comme, wow, je me pensais avoir ouais, un autre tour de jeu, mais non. ouais. Ouais, ouais, puis c'est ça, on n'est jamais très loin les uns des autres sur les pistes non plus. Puis comme je disais avant, moi ce qui me faisait vraiment peur au début, c'est quand quelqu'un, tu te dis, oh là là, il fait les meilleurs combos, il arrête pas d'en déclencher, j'arriverai jamais. Mais en fait, parfois il y a des joueurs, ils se développent que sur une piste très très loin, mais ils n'ont pas du tout avancé sur l'autre, alors que toi, tu es en train de justement faire les deux. Donc, Ouais, puis tes non, combos vont arriver plus tard, tu vas finir par c'est ça. rattraper aussi. Non, Ouais, il est c'est ça. vraiment le fun pour vrai. Ouais, Ouais, mais je l'ai beaucoup aimé moi aussi. Mon numéro un à moi, c'est une série de jeux. attention. Une série de jeux. C'est la série des Très Futés. Je vais aller avec le deuxième, là. Mais bon, il y en a trois, puis il y en a un quatrième qui s'en vient bientôt. Donc, très futé, vraiment très futé à la puissance 3. Et là, le quatrième, je sais pas comment il va s'appeler, là. Mais je pense qu'il sort à SN là, prochainement. Là, fait que ça va être disponible aussi. C'est c'est un jeu qui est tellement laid. Là. C'est ridicule. Comment c'est laid la feuille de ça. C'est juste des cases avec des zones de couleurs. C'est loin d'être super excitant à voir comme jeu. Ça a l'air vraiment de rien ce jeu-là. Mais les combos que tu fais dans cette série de jeux-là, c'est juste débile. C'est tellement satisfaisant parce que le principe du jeu, c'est qu'on va avoir tu fais le joueur actif. Le joueur actif va lancer les dés, va choisir un des dés qu'il vient de lancer, va aller le mettre sur sa feuille. Le dé va lui permettre de cocher une case dans la zone de la même couleur que le dé. Chaque zone va marcher d'une façon différente. Là. Chaque zone va lui permettre de faire des points de façon différente, de déclencher des bonus de façon différente. Puis après ça, les dés qui sont plus petits, tu vas les placer sur une assiette, le plateau d'assiette. Puis après ça, tu vas relancer les dés qui te restent. Puis après ça, tu vas en choisir un deuxième. Tu vas faire la même chose. Tu vas cocher de quoi dans la zone de cette couleur-là. Tu vas défausser les dés qui sont plus petits. Puis tu vas relancer les dés pour une troisième fois. Après ça, les dés qui sont sur l'assiette, ben, tous les autres joueurs vont choisir n'importe quel dé de l'assiette. Puis ils vont aller cocher une case dans la zone de la couleur du dé qu'ils vont avoir choisi. Mais ils peuvent tous choisir le même, eux autres, c'est pas grave. Puis après ça, ben, le joueur actif change. Puis ça tourne comme ça. Puis, on va débloquer des bonus comme des relances. Puis, chaque très futé va avoir un bonus qui est propre à lui. Ils ont toujours le bonus du plus 1. Le plus 1 te permet d'aller gagner un dé supplémentaire, en fait, pour pouvoir cocher une autre case. Le deuxième très futé avait un bonus qui te permettait d'aller chercher des dés dans l'assiette puis de les ramener pour les relancer. Le troisième, lui, il te donnait des valeurs. Tu pouvais modifier la valeur d'un dé avec les valeurs que tu avais débloquées, ce qui est quand même intéressant. Le premier, il n'y avait rien de particulier. C'était le premier, quand même. Mais c'est vraiment fou, ça aussi. Tu vas cocher des cases, puis là, maintenant, ok, je coche une case dans le jaune. Ok, j'ai fini une ligne. Ça me donne un bonus. Un bonus dans le bleu. Ok, je vais cocher une case dans le bleu qui me donne un bonus dans le rose. Je vais aller cocher une case dans le rose qui me donne un bonus dans le vert. Puis là, c'est comme tac, 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 tac. Tu coches 5-6 cases avec un dé là, que tu as recruté. Puis là, ok, ben je prends un plus un. Je prends tel autre dé. Puis là, je fais telle affaire. Puis ça se déclenche. Puis tu vas avoir les fameux renards que tu peux gagner dans ce jeu-là. Puis le renard va valoir les points de ta zone qui vaut le moins de points à la fin de la partie. Parce que chaque zone de couleur va scorer un certain nombre de points selon ce que tu as coché. Et les renards vont valoir la zone qui a le moins de points. Fait que c'est un jeu qui te force à équilibrer un peu tes zones. Tu peux pas avoir une zone que tu fais rien dedans parce que si tu débloques 3 renards puis qu'ils valent 4 points chaque, ben ça fait pas beaucoup de points. Mais si ta zone la plus basse vaut 30 points, ben, puis tu as 3 renards, ben, c'est 90 points que tu viens de faire. Fait que c'est à toi d'essayer d'équilibrer tout ça. C'est vraiment le fun. Il y en a 3 dans la série pour l'instant. Le quatrième s'en vient. Je pense que mon préféré reste le deuxième, celui que je vous montre présentement. Le troisième, je le trouve un peu plus dépendant des numéros.
Parce que le pouvoir qu'il donne, c'est de changer les valeurs, mais les pistes, je trouve, sont un peu plus restrictives que les deux autres, là, si on veut. Le premier, lui, je l'ai peut-être un peu brûlé. Il y a peut-être un pattern un peu plus facile à maximiser versus le deuxième, qui est plus opportun. Tu as des moments opportuns avec certaines couleurs, dépendant de ce qui va arriver. Fait que je trouve qu'il y a des choix vraiment intéressants. Mais c'est un jeu que j'ai joué beaucoup sur mon téléphone. Honnêtement, j'ai joué 300 parties là, de jeu. Là. C'est juste ridicule. Là. J'ai vraiment brûlé ce jeu-là. Mais je l'aime. Tu sais, quelqu'un me propose une partie de ça, c'est comme j'embarque tout de suite, là, je me pose pas de questions. C'est vraiment le fun, vraiment satisfaisant. Donc, la série des Traits futés, je conseille quand même de commencer par le premier si vous en avez jamais joué un. Puis après ça, ben, vous pourrez aller voir le deuxième ou le troisième par après. Mais c'est vraiment un beau système. Faut pas se laisser avoir par la laideur de ce jeu-là. C'est vraiment le fun. Vraiment satisfaisant. Le Moi, meilleur jeu à cocher. j'ai juste essayé le premier, puis je me retrouve dans ce que tu disais. J'ai quand même fait énormément de parties, puis je me suis lassée. Il est excellent, mais il n'a pas de thématique à proprement parler. Donc, une fois que tu y as joué, que tu as fait beaucoup de parties, que tu sais comment ça fonctionne, que tu sais où aller chercher des points, celui-là, c'est le genre de jeu que moi, j'ai laissé de côté. Ouais, Mais par contre, le premier a vraiment un pattern. À un moment donné, quand tu l'as assez joué, tu l'as un peu brisé. Le deuxième, il y a moins ça, lui. Je pense qu'il y a plus de profondeur. Puis le deuxième, ça m'a pris comme. Tu sais, ça m'a pris plusieurs parties. Au début, je le jouais, puis j'étais comme, voyons, je fais pas grand point. Puis là, tu sais, à un moment donné, tu développes des trucs, tu développes du comboage. Ok, cette place-là, je vais te garder des bonus parce que c'est plus difficile de passer là, puis tout ça. Il y a quand même des choses qui sont un peu plus. Tu sais, que tu vas développer avec le temps. Mais même à ça, avec ces trucs-là, il reste que les décisions sont tout le temps le fun dans le deuxième, je ok. trouve. Ouais, je pense que je me laisserai tenter pour essayer le deuxième alors. Parce que c'est vrai que moi, le premier, j'ai fini par le délaisser. Il est excellent. Je le sors avec des joueurs tu sais, qui ont pas l'habitude trop de jouer parce qu'il y a pas beaucoup de règles. Tout est intuitif, donc ça se fait bien. Mais moi, toute seule, avec mon groupe de joueurs avec qui je joue le plus souvent, je le ressortirai pas nécessairement. Ou c'est pas un jeu vers lequel je vais aller Ouais. parce qu'il me lasse plus. Mais je note pour le deuxième, par contre, que, qui a un petit côté renouveau à essayer. Voilà. Donc, c'est mon numéro un des jeux à cocher. La série très futée. Et ça a fini notre top 10 des jeux à cocher. Merci beaucoup, Marion, pour Ouais, à ta présence dans cette vidéo-là. C'est super le fun. Puis je vais inviter les gens à aller visiter ta chaîne s'ils ne la connaissent pas. Et je vous explique les règles. Tu fais des super vidéos d'explications qui sont super rapides là, en animation. C'est vraiment, vraiment bien fait. Donc, félicitations pour tout le contenu que tu fais sur ta chaîne. merci. Puis les gens à la maison, ben, on vous encourage à écrire dans les commentaires c'est quoi vos jeux à cocher favoris. Donc partagez-nous peut-être votre top 3 de vos jeux à cocher favoris. On a hâte de pouvoir lire ça. Ou si vous voulez commenter sur nos choix aussi, vous pouvez nous laisser des commentaires. Ça va nous faire plaisir d'aller vous lire et de répondre. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, ben, vous pouvez cliquer le petit bonhomme en bas de l'écran pour vous abonner. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Si vous voulez aussi, vous pouvez nous encourager sur notre campagne Patreon, qui vous donne accès à la serveur Discord. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.